Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini. Voilà, je crois qu'on tient une intro historique avec BHL qui vole. Désolé, j'ai pas pu m'empêcher. On est farceurs ici au Monde Moderne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, Bagenette comme on dit chez les modernos. Si vous êtes nouveau ici, sachez que c'est la revue de presse du Monde Moderne, une revue de presse qui est à 9h ou presque tous les matins pour lire la presse oligarchique, celle des patrons d'industrie qui créent de l'emploi. Et c'est important parce qu'on comprend mieux comment on nous parle. Et en ce moment, vu que c'est vraiment du n'importe quoi partout, autant vous dire qu'on a de quoi faire. Alors désolé, c'est pas tous les matins en ce moment. Je vous avais prévenu que le mois de septembre serait un peu chaotique. Mais on est là ce matin, vendredi, on a du temps, on va en profiter. C'est un stream qui va être peut-être un peu plus long que d'habitude parce que vous allez voir, l'actualité est riche. Et puis, commencer d'abord... alors non, je ne veux pas de coupure pub. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Ah, ça y est, il m'énerve. À peine je commence qu'il me met de la pub. Non, commencez d'abord pour vous dire merci parce que je voulais qu'on atteigne les 900 abonnés avant la fin du mois. Eh bien, c'est fait aujourd'hui. 904 points d'abonnement au total sur cette chaîne Twitch. Alors, je mets un nouvel objectif. Voilà, 910, on est des dingues. Merci beaucoup. Je suis très content. On va créer de l'emploi. Hein. On espère. Et on commence tout de suite cette formidable revue de presse. Alors, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Le discours de Poutine, évidemment. Vous allez voir, les Russes n'ont pas beaucoup envie d'aller se battre et de se retrouver dans des camps d'entraînement pour aller en Ukraine. Et puis, vous avez le discours de Macron aussi, qui allait voir un parc d'éoliens offshore. Elisabeth Borne, fidèle à elle-même, des portraits d'Agnès Pannier-Runacher. Des nouvelles de France Travail. Vous savez, Pôle emploi qui doit devenir France Travail. Le docteur Marty aussi, qui aimerait bien faire payer ceux qui ne vont pas honorer leurs rendez-vous médicaux. Bah oui, pourquoi pas. Et plein d'autres nouvelles comme on aime. Alors, on commence tout de suite, puisque comme je vous ai dit... Ah bah dites donc, je vais mettre un objectif un peu plus large parce que vous êtes déjà 913. Alors, nouvel objectif, je vais mettre 920. Allez, 920. Voilà, c'est parti. Merci beaucoup. Alors, et le discours de Manu à l'ONU, mais je vais pas vous le mettre. Le discours dans l'interview dans l'avion avec Ulysse Gosset aussi sur... Bah, il faut réformer les retraites parce que moi, j'ai toujours dit la vérité aux Français. Hein, et on vit de plus en plus tard, donc il faut travailler de plus en plus. C'est faux. Alors déjà, l'espérance de vie est en train de baisser pour la première fois depuis quelques dizaines d'années. Alors, c'est le fait du Covid, mais c'est aussi le fait de la malbouffe, des pesticides. L'eau, par exemple, France Info et France Télé qui a sorti un documentaire, enfin un reportage assez flippant qui fait état en fait que 20% de l'eau que vous buvez, de l'eau du robinet, eh bien dépasse les seuils limites tolérés de petits pesticides qui nous filent le cancer. Voilà. Bon, ils nous filent pas, on ne sait pas vraiment s'ils nous filent le cancer. Mais bien sûr qu'ils filent le cancer, c'est de la merde. Mais
On n'a pas le droit de le dire. Donc voilà, 20% de l'eau que vous buvez est potentiellement dangereuse pour votre santé, sans parler de toute la bouffe industrielle. Mais alors ça tombe bien parce que la bouffe industrielle, c'est bientôt fini, ça coûte trop cher à produire. Donc il y aura des pénuries de conserves, voilà, donc ça risque d'être un peu compliqué. On avait parlé des pénuries il y a de ça quelques mois en disant que ça faisait partie un peu du Great Reset, hein, ce livre de Klaus Schwab et de tous les cabinets de conseil qui expliquaient comment toutes les boîtes allaient faire faillite, à peu près, sauf les grosses boîtes. Et on parlait des pénuries alimentaires. On est un peu là-dedans, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez particulier. Alors, les pénuries de cancer, non, il y a ce qu'il faut. D'ailleurs, des cancers de plus en plus jeunes, c'est pas étonnant vu la merde dans laquelle on baigne, pollution, pesticides, vie stressante et le reste. Voilà. Pas de pénurie de fourches. Hein. J'espère que vous avez fait le stock qu'il fallait chez vous, parce qu'on pourra peut-être en avoir besoin pour Noël. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Une fourche. Très bien. Et tu vas faire quoi avec ta fourche? Je sais pas encore. Il est bien ce petit. Pénurie de médoc. Alors, étonnamment, c'était le médoc qui est en pénurie, c'est celui pour traiter les thromboses. Allez, on commence. Oh, il est encore là. Il est encore là, prêt à foutre le souk. Prêt à foutre le souk partout où il va. Alors, BHL, c'est quelqu'un qui le disait hier sur les réseaux. C'est le mec qui s'est fait opérer de la honte. Il n'a plus de honte en lui. C'est le seul humain, en fait, voilà, qui est capable de se mettre en scène en costard dans des situations ridicules. Alors, pour montrer qu'il est au front, hein, pour montrer que lui, il enquête, c'est l'envoyé spécial de Paris Match. Il faut que vous le sachiez. Paris Match a envoyé BHL en Ukraine, aux premières lignes, et vous allez voir, ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors je le laisse là, il est où mon BHL? Il est là, voilà. Bernard-Henri Lévy, tout le monde l'adore, surtout le monde entier nous l'envie. Bernard-Henri Lévy, le monde entier nous l'envie. Un philosophe mercenaire en mocassin, ça c'est bien. De tous les combats, il est Bernard-Henri, le monde nous l'envie. Ouais, on pourrait faire un troisième titre. Un peu à un mix, ouais, très, très Michel Berger, tu vois. Je le sens bien comme ça. Alors, je vous montre. Ah oui, dans les nouvelles. Oui, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai. Alain Delon va interviewer Zelensky. Et pourquoi pas? Et Catherine Deneuve aussi? Non? D'accord. Alors, regardez-le. Là, il est vraiment au front. Hein. On le voit avec une grosse mitraillette dans un petit trou qui permet de tirer devant. Alors, il me dit, voilà, tu te demandes ce qu'il fait là. Mais il est là. Alors, les mecs sont armés jusqu'aux dents. Lui, il est juste en costard avec une sorte de protection, pas vraiment à sa taille. Enfin, Merci, le train de boost. Merci beaucoup. Vous avez boosté ce stream comme il le fallait. Le niveau 5 est atteint. Quel soutien incroyable, me dit Twitch. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui offrent des abonnements. Allez, je vous montre les photos. Elles sont dans Paris Match, hein, si vous souhaitez vous procurer un moment de plaisir intense. Alors, Bernard-Henri Lévy dans la niche de la mitrailleuse. Bernard-Henri Lévy à la mine. Ouais. Il allait voir si Timmy bossait bien. Timmy qui travaille pour l'Ukraine. Hein. Il faut savoir que Timmy, vous savez, c'est l'enfant de la mine. Eh bien, le voilà. Ça, c'est pour la photo et les cadeaux. C'est pour fans de Timmy. Tu vas pouvoir te faire plaisir. Parce que là, quand même, c'est impressionnant. Hein. Sur terre, sous terre ou en mer, partout où flotte le drapeau bleu et jaune. Tu vois ? Sur terre, sous terre ou en mer, partout où flotte le drapeau bleu et jaune. Tu trouveras le philosophe qui a chié sur les gilets jaunes. Bernard-Henri Lévy, le monde entier nous l'envie. Il fait quoi ? Si on le savait, il se met en scène en fait. Hein. Il va là-bas pour se mettre en scène. Alors vous allez voir, c'est pas fini. Hein. Donc là, il est dans la mine. Voilà, c'est formidable. Hop. Ensuite, une petite croisière. Hein. Alors les mecs, c'est pareil. Eux, ils ont leur... Alors là, le mec a un gilet pare-balles, mais pas lui. Alors tu sais pas... En fait, c'est vraiment, tu sais jamais. Hein, pourquoi des fois, il met le gilet pare-balles, des fois pas, des fois, il fait quelque chose. Et c'est impressionnant. Donc, c'est le reportage photo dans Paris Match.
Ensuite, de gauche à droite, avec Gilles Herzog, Andrew Milburn, le chef du groupe américain Mozart qui assure l'extraction de civils en danger près de Bakhmout. Autour de BHL, son compagnon d'équipée Serge Osipenko et son caméraman Yaroslav. C'est impressionnant. Alors il faut savoir que le groupe Mozart s'est ainsi baptisé. Alors c'est une ONG américaine, enfin ONG, bon voilà, qui s'est baptisé Mozart en réponse au groupe Wagner, hein, qui est ce groupe de mercenaires russes qui est à la manœuvre au Mali et partout dans le monde. Et là, on a des mercenaires américains, c'est à peu près pareil. Alors c'est une ONG, hein, non, c'est beaucoup plus noble, qui font le même taf. Donc là, vous avez Bernard Henry et ses copains de la CIA. Avant de traverser l'Ukraine, briefing et feuille de route avec l'équipe de sécurité à Kiev. Alors, tu sais pas pourquoi, mais les mecs se sont dit ce serait bien de rajouter une mitraillette sur la feuille de route. Donc voilà. Alors, visiblement, c'est des fiches d'impôts qu'il y a sur la table. Hein. Donc il dit, moi, tu vois, j'ai planqué du fric en Suisse. C'est beaucoup plus facile. Et la grosse mitraillette, tu sais pas pourquoi, mais ça fait bien. Et puis alors, il y a le mec là qui... Regardez comme il regarde BHL, lui. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que... Là, ils sont perdus, eux. Ils dit, mais c'est quoi ce merdier? Qu'est-ce qui... C'est ça qui nous envoie la France? Tu peux rappeler Macron, s'il te plaît? Monsieur Macron? Alors, monsieur Macron, tu reprends le costard? C'est pas possible. Regardez la tête des mecs, quoi. Ils disent, mais tu enlèves la photo de ton appareil. Je veux pas être sur cette photo. C'est assez drôle. Donc voilà. Est-ce bien... BHL qui est là, regarde. Regarde mon doigt. Hey, allez, regarde mon doigt. Et ça, c'est une chanson de Patrick Sébastien. C'est compliqué. Il n'enlève jamais son costume. Non, mais c'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire qu'il est toujours en costume. Face à la sidérante nullité de la soldatesque russe, l'Ukraine va gagner. Alors, au-delà de la nullité de la soldatesque russe, il faut voir que je pense qu'on va parler beaucoup de l'Ukraine, de la Russie, de Poutine ce matin. Je crois que l'invasion de l'Ukraine patine parce que Poutine ne s'attendait pas à ce qu'il y ait l'OTAN en face. Hein. Il s'est dit que les Américains mettraient du temps à arriver, ils étaient déjà là, ça allait très vite. Donc du coup, il y a la conscription pour 300 000 Russes. Les Russes essayent de se barrer, hein. Ils ne veulent pas vraiment faire la guerre pour l'Ukraine. Et donc voilà, c'est une guerre par proxy des États-Unis contre la Russie. Ça marche très bien puisque là, c'est un peu, ça patine. Alors, je ne dis pas que la partie est finie. Et Poutine, comme tous les dictateurs aux abois, jouera peut-être le tout pour éviter la débâcle, la capitulation et les tribunaux internationaux. Mais c'est la loi, à la fin des fins, quand Goliath est veule et David vaillant, la victoire revient à David. Et le moment arrive toujours où se grippent les machines de néant et de mort. L'Ukraine est en train de gagner la guerre et de sauver l'Europe avec elle. Bernard-Henri Lévy. Alors il faut savoir que là, on n'a pas affaire à un David et un Goliath, on a affaire à deux Goliaths en fait. Guerre de géants qui se font une guerre par proxy comme au bon vieux temps de la guerre froide, c'est monstrueux. Donc soutien au peuple ukrainien, soutien aussi au peuple russe et à tous ces jeunes qui ne veulent pas aller faire la guerre et on les comprend. Mais nous on a un mec qui adore la guerre, hein, c'est Bernard-Henri Lévy parce qu'il peut se mettre en costard dans la terre, sous la mer, non, c'est parfait. En Arménie que dalle, non, mais ça compte pas. Le Yémen, ça compte pas. Quand la Cour pénale internationale est en train d'essayer de faire des procès pour Poutine et la Russie, elle n'a pas levé le petit doigt pour l'Irak ou l'Afghanistan où les crimes de guerre étaient avérés. Voilà. Donc à un moment, je veux bien l'ONU, les instances internationales, mais le deux poids deux mesures fait qu'on est en train de créer un monde bipolaire où tu as les pays du bloc occidental, otanesque, où toutes les institutions internationales sont faites pour eux, et les autres pays qui se disent quand est-ce que les États-Unis vont venir me foutre sur la gueule pour la démocratie ? Parce que non, j'ai pas envie, en fait. Alors, bien sûr, on va parler de l'Iran aussi, où vous avez plus de 31 manifestants qui ont été tués, parce que les femmes se révoltent, parce que les Iraniens en ont ras-le-bol des mollahs. Et tant mieux, mais voyez la violence de ces pays-là. Mais face à ça, la réponse de la Cour pénale internationale ou des instances internationales, c'est toujours de traiter en colonisateur les pays du Sud. D'ailleurs, le discours de Macron était à l'envi quand il explique qu'il faut que le Sud se libère. Il faut voir qu'aujourd'hui, la France a des soldats et des opérations spéciales dans je ne sais pas combien de pays au monde et continue d'avoir une approche néocolonialiste du monde. Et ça ne change pas. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de pays qu'on a ras-le-bol. Est-ce que je fais disparaître BH ou est-ce qu'on le garde? C'est décoratif quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
On le garde ou on le tège? Garde, on le garde. Oui, pitié. Non, dehors. Poum. On veut voir Assange plutôt. Ah, ça. Assange, bizarrement, on n'en parle pas. Ce grand pays de la liberté que sont les États-Unis a bien envie de faire crever Assange en tôle. Hein. C'est quand même un truc assez impressionnant. Ah, il faudrait, une tarte. Il faudrait que je détourne une tarte. Bon, allez, on fera ça tout à l'heure. Aujourd'hui en France, Le Parisien, ce titre de presse appartient à Bernard Arnault, que vous connaissez, hein, c'est LVMH, c'est l'homme qui a caché ses déplacements en jet privé parce que ça se fait pas de mon truc, comment vivent les riches, après les pauvres, ils vont vouloir nous manger encore. Donc là, ils font une étonnant hein, sur 28 millions de consultations non honorées quand les patients ne se présentent pas. Bon, c'est pas comme si on parlait de guerre mondiale, de guerre nucléaire. Non, les patients ne se présentent pas. Et vous allez voir le bon docteur Marty qui est interviewé et qui demande tout simplement une pénalité financière hein, en disant « ça va bien haut, hein ? Non mais ceux qui se présentent pas doivent payer. » Mais oui. Alors, je vais essayer de chercher où est le Jérôme Marty. Alors, je crois que c'est là. Non plus. Ah voilà, ça doit être là. Oui, voilà. Pardon, excusez-moi. Alors, Jérôme Marty, président du syndicat de l'Union pour une médecine libre, l'UFML, hein, le fameux. Pourquoi lancer l'alerte maintenant sur le problème des rendez-vous non honorés ? Parce qu'on a des remontées de terrain de médecins qui s'en plaignent. Ils constatent que cet incivisme entraîne une perte de chance pour les autres patients qui cherchent un rendez-vous. L'exemple le plus frappant, c'est Montauban, Tarn-et-Garonne. Depuis 4 ans, plus aucun médecin généraliste n'accepte de nouveaux patients. D'un côté, ils sont surchargés. De l'autre, ils se font poser 2 à 4 lapins par jour et c'est inacceptable. Alors, certains confrères disent que c'est la faute des plateformes en ligne, comme Doctolib, puisque tu prends ton rendez-vous en un clic, puis t'oublies, même si tu envoies plein de SMS pour te rappeler que tu as un rendez-vous. Oui, alors est-ce que vous cherchez une solution avec Doctolib ? Oui, on a évoqué le sujet avec eux. Leurs équipes regardent s'il est possible d'empêcher un patient de cumuler plusieurs rendez-vous avec des généralistes sur la même période. En effet, 6 à 7 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Voilà. Quand ils ont besoin de consulter, tous les créneaux sont pris. Alors ils acceptent un premier à 25 km de chez eux. Entre-temps, un deuxième se libère plus près, puis un troisième, et puis ils annulent. Ils n'annulent pas les 2 premiers, et voilà. Et les plateformes ont créé un consumérisme du soin. Et ouais, oui, c'est vrai, puisque c'est facile de cliquer, tu fais ton truc, et au final, tu te retrouves à chercher, à poser des lapins. Alors, est-ce que les plateformes ne devraient peut-être pas noter les patients, comme c'est déjà le cas par les matins Est-ce que le contrôle social avance à bas bruit dans notre putain de pays de merde ? Oui, une note sociale, c'est parfait. Alors, il est déjà possible de blacklister ceux qui ne se sont pas présentés. Pour autant, faut-il le faire ? En tant que médecin, nous devons soigner tous les patients, le courtois comme l'incivique. Bon, il dit pas non, il dit pas « mais bordel de merde, vous allez nous lâcher les baskets avec vos notes, avec vos putains de notes de contrôle social de merde ?» Non, parce que je jure, mais il y a de quoi être en colère. Il y a de quoi hurler, il y a de quoi gueuler quand on va nous lancer un EcoWatt, quand il y a du QR code de partout, quand on nous a emmerdés avec amour pour des injections qui, maintenant, on est à la 5e dose. Tout ça, tranquillement, avec les consignes non MS. Et que maintenant, on va être montré du doigt parce qu'on ose bouffer des sandwichs jambon beurre qui consomment du carbone. Est-ce que c'est juste ? Non. Est-ce que c'est le monde qu'on veut léguer à nos enfants ? Non. Et pourtant, les mecs avancent tranquillement, plateforme par plateforme, à mettre du contrôle social, de la note. Insupportable. Alors, quelle est votre solution, docteur Marty ? Il n'y en a qu'une. Frappez au portefeuille. Nous demandons une pénalité financière. Nous savons que beaucoup de Français n'ont pas les moyens de payer une consultation non honorée. C'est pourquoi nous voulons que cette sanction soit symbolique, de 1, 2 ou 3 euros. L'idée, que cet argent revienne à un fonds qui serait créé en faveur des déserts médicaux. Mais
À quoi servent nos impôts? À payer la dette et des ministres et des qui vont faire la réforme des retraites. Ah d'accord, oui, je pensais que c'était pour les services publics. Je suis idiot, excusez-moi. Il servira à acheter du matériel et à mettre en place des maisons médicales. Ah, mais super, oui. Et on propose une solution politique de décider. Ah bah oui, on veut qu'ils aient le courage de se prononcer sur cette situation intenable. Cramer le rendez-vous d'un autre, c'est du pur égoïsme. C'est même lui voler une chance d'être soigné. Ah, j'espère que le docteur Marty lira les derniers rapports du Lancet sur les effets secondaires. Non, ce serait bien quand même. Juste, voilà. Les cabinets de conseil, bien sûr, bien sûr. Corian qui fait des profits comme jamais, vous inquiétez pas. On va parler de cabinets de conseil qui ont repris encore de beaux marchés sur la santé. Les retraites. Alors dis-moi, dis-moi Jean-Yves, je vois que tu as 65 ans et que tu n'es pas parti à la retraite, c'est bien. Il faut continuer jusqu'à 70 ans. Et ensuite, tu pourras choisir l'euthanasie à partir de 70 ans, si jamais tu penses que ne pas travailler est trop triste et que tu ne peux pas supporter le fardeau de la vie sans travail. Car oui, sans travail, tu ne trouveras pas forcément la place dans la société qui est la tienne. Alors, on te propose un deal très simple, travailler jusqu'à mourir. Pour le bien de la communauté. Et comme tu es un bon citoyen, tu pourras donner ton héritage, ces 2 boîtes en carton magnifiques, tes fils pourront les récupérer. Hein, en payant 30% sur le carton, mais c'est rien du tout parce qu'il faut en même temps faire des efforts, c'est pour nos valeurs. Et donc l'hypothèse du passage en force de la réforme des retraites s'éloigne. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne déjeunent ce vendredi. La première ministre devrait rester sur les réticences face à un projet qui divise jusqu'à son camp. Alors, si vous n'avez pas compris que cette réforme des retraites passera quoi qu'il en coûte, puisqu'elle est commandée par l'Union européenne et par les factotums qui demandent à Macron de faire en sorte que la financiarisation de la vie publique et des Français approche. La réforme des retraites, c'est simple, c'est BlackRock qui la demande à grand prix pour faire les retraites par capitalisation pour rapporter encore davantage d'argent à la finance. On avait un truc qui marchait bien, qui avait été mis en place par le CNR. On a déjà cassé les régimes spéciaux qui étaient là pour une cause. C'est qu'on n'est pas tous égaux devant le travail. Et quand Emmanuel Macron dit qu'on vit plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps, c'est faux. Puisque quand on est un ouvrier, quand on a un travail difficile, humainement difficile, physiquement difficile, on meurt plus jeune. L'espérance de vie est moins bonne. Donc déjà, rien que ça, c'est normal de partir à la retraite plus tôt quand on a un boulot qui est usant pour le corps. Ensuite, la deuxième chose, c'est faux de croire que l'espérance de vie augmente. Elle ne fait que baisser depuis ces dernières années. Alors, on met ça un peu sur le dos du Covid, mais pas que. La malbouffe, le fait que les systèmes de santé s'effondrent les uns sur les autres, les cancers qui se multiplient puisque la pollution est là. Alors, c'est conspiré. Mais non, le lien est avéré quand même entre certains produits phytosanitaires et certains cancers, notamment des agriculteurs qui les utilisent en premier lieu. Là, ils font semblant d'être le gentil flic et le méchant flic. Alors Macron fait le méchant flic, il adore ça. Oh oui, il aime bien faire le méchant flic. C'est une grosse matraque. Et puis il se fait attention, tu vas prendre ta réforme des retraites dans la gueule. Et puis après, il demande soit à François Bayrou, qui sert qu'à ça. Moi, je fais le gentil policier. Moi, je suis haut commissaire au plan. Moi, je suis le secrétaire général du Conseil national de l'Europe Fondation. Et moi, je pense qu'il ne faut pas faire cette réforme des retraites qui va diviser les Français. D'accord. Et Elisabeth Borne qui fait et le gentil flic et le méchant flic. Et là, il t'explique comme des enfants, non, mais on va d'abord discuter. Alors, ils vont discuter avec des partenaires sociaux qui sont déjà d'accord. En gros, oui, on n'a pas le choix. Hein. Parce que tu nous payes combien pour dire qu'on n'a pas... D'accord. On n'a pas le choix. En même temps, il faut la faire, mais doucement. Doucement. Il ne faut pas toucher non plus certains trucs. Et donc, regardez ce théâtre de marionnettes qui nous prend pour des enfants. On n'échappera pas, malheureusement, à cette réforme des retraites. Voilà. Elle va être repoussée, peut-être, potentiellement, plutôt que de passer en force, au mois de février. Hein. Donc déjà, ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément de dissolution avant mars-avril. Le gouvernement aura 3 semaines la maîtrise de l'agenda parlementaire. Et là, bam, 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 bam. Donc pour mon cadeau d'anniversaire, j'aurai peut-être la réforme des retraites, si nous sommes encore en vie d'ici là. Alors attendez, je vais suspendre les annonces parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc, tout ce que je veux, nous dit Emmanuel Macron, attendez, parce que
vous mettez BHL quand même, ce serait dommage de se passer, voilà. Tout est lié. Hein. Derrière la mise en place de cet ordre mondial du travailler jusqu'à en crever, tout est lié, la réforme des retraites en fait partie. Vous vous démerdez. Tout ce que je veux, c'est que la réforme des retraites soit adoptée d'ici la fin de l'année 2023. A récemment tonné le président devant les cadres de la majorité. Donc voilà, hein, quoi qu'il en coûte, vous me maltraitez les Français. Hein, démerdez-vous. Je vous donne 1 an, pas plus. Donc la réforme des retraites, on y aura droit. Et puis vous aurez un glacis de propagande sur les Français sont prêts à travailler jusqu'à en crever. Oui, c'est vrai, on vit plus longtemps. Oui, c'est génial. Et puis on n'a pas le choix, les caisses sont vides. Alors que non, les caisses sont pleines, sauf qu'on prend Apple pour habiller Jacques parce que la dette est cataclysmique et qu'il faut absolument rembourser la dette et s'assurer que les riches s'en foutent toujours plein les poches, tandis que les pauvres doivent crever parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Vive le travail, vive la valeur travail, vive la France, vive l'Europe. On va parler de zizi sexuel. Alors, il y a des grosses affaires. Après le cas Quatennens, on en a parlé ici, évidemment. Le cas Porte, enfin, toutes ces officines de partis qui sont là pour prendre la parole des victimes et faire en sorte que les affaires soient soit étouffées, soit accélérées. Bon, il y a un truc qui s'appelle la justice. Alors, c'est défaillant, je l'avoue, ça met du temps, c'est vrai. Mais là, c'est au tour de Julien Bayou qui voit la pression s'amonceler sur ses épaules pour démissionner chez ELV. Alors, chez la fille, il est hors de question que Quatennens démissionne, ça a été dit clairement hier. Pour ELV, on sent bien que Sandrine Rousseau, derrière ses allures de femme construite, a très envie de récupérer le parti et une part non négligeable de la NUPES. Elle a fait un coup d'État absolument phénoménal. Hein. Sur la base de ses combats intersectionnels, elle a, d'une main de maître, évincé 2 leaders importants de la NUPES et un leader de son camp, Julien Bayou. Alors, concernant Yannick Jadot, si vous avez de ces nouvelles, vous pouvez appeler le 0802 802 802 parce qu'on ne l'a pas vu depuis des mois. On ne sait pas ce que fait Yannick Jadot. Vous savez, c'était le candidat à la présidentielle de LEV. Yannick Jadot. Yannick Jadot, Yannick, quoi. Donc, si vous avez des nouvelles de Yannick, 0802 802 802, ou qu'est-ce qu'il fait, si, voilà, est-ce qu'il a ouvert un resto macrobiotique, est-ce qu'il est prof de yoga dans les Andes, est-ce qu'il est toujours parmi nous, est-ce qu'il s'est dématérialisé tel un Jedi, je ne sais pas ce qu'est devenu Yannick Jadot. Et j'avoue que ça m'angoisse, j'aimerais savoir. Donc Yannick, si tu nous écoutes, n'hésite pas, tu as mon numéro, je crois, n'hésite pas. Alors, donc Julien Bayou a dit, quand même, attendez, c'est un peu un règlement de compte. Hein. Du côté des féministes rousseauistes chez ELV, si Bayou ne démissionne pas par lui-même, un mouvement spontané de femmes ne lui laissera pas le choix. Alors, Bayou a déploré, il a révélé que le signalement qui évitait une rancœur qu'elle ne cache pas, puisqu'elle m'a clairement écrit 3 jours après avoir saisi la commission interne de ELV, « Inquiète-toi, je vais revenir en force ». Donc ça sent le règlement de compte quand même chez ELV. Alors, il y avait déjà le cas de Jean-Vincent Placé, quand même, qui était un gros tripoteur, hein, qui allait même jusqu'à tripoter les femmes gendarmes qui étaient en charge de sa sécurité. Ah, je peux pas m'empêcher. Puis il n'y a pas Éméché qui insultait les meufs dans un bar parisien. Enfin bon, il a fait des trucs super, Jean-Vincent. Et puis, il y a eu le cas de Denis Baupin. Denis Baupin qui a, pareil, Denis Baupin, le tripoteur aussi. Donc c'est impressionnant le nombre de tripoteurs qu'il y a en politique. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est un métier qui attire les tripoteurs ou si c'est la politique qui rend tripoteur. Je ne sais pas, mais il y a un truc franchement bizarre. Et là, on ne parle même pas de tripotage, on parle d'une rupture amoureuse qui aurait été difficile à vivre pour la jeune femme, puisqu'on parle de violence morale, hein, pas de violence physique, attention. Donc ça peut aller très très loin. Voilà. Pourquoi nous imposer BHL ? Oh, ça va. On a dit tout à l'heure qu'on le gardait. Parce que c'est décoratif, regardez. C'est pas mal. Ça habille. Un beau costard comme ça. Je sais pas combien il vaut son costard, mais ça va valoir une blinde. Je pense qu'il file sa collection de costards et de chemises à l'Ukraine. C'est encore 1 milliard qui tombe dans les poches de Zelensky. Hein, mais pensez-vous qu'il le ferait ? Non, il donne de sa personne, c'est autre chose.
Alors, BHL tripote pas, je sais pas. Ah, ça, c'est assez exceptionnel. C'est un chiffre qui m'a fait bondir ce matin, que j'ai lu dans Le Parisien aujourd'hui en France, sur l'Union européenne. Les États membres de l'Union européenne ont déboursé collectivement entre septembre 2021 et septembre 2022 314 milliards d'euros pour limiter la hausse du prix de l'électricité et réduire les taxes sur l'énergie ou accorder des subventions aux contribuables, selon une étude de l'Institut bruxellois Bruegel. Alors, 314 milliards d'euros dépensés par les États européens pour essayer de pallier au problème du marché européen de l'énergie, qui est une aberration totale. 314 milliards pour essayer de colmater les brèches et faire qu'il n'y ait pas des révolutions dans tous les pays européens, parce que ces mecs-là nous ont conduits droit dans le mur. Aujourd'hui, le mur, on y est. Il n'y a vraiment pas photo. Encore quelques mois, on pousse un peu. Un hiver un peu rigoureux. Et je pense qu'on est de l'autre côté du mur. Et là, on va se rendre compte que c'est pareil qu'avant, mais on a passé le mur. Alors, on aura peut-être perdu des membres en passant, des trucs, ça va être difficile. Mais là, 314 milliards d'euros pour faire des chèques cadeaux, limiter les taxes, etc. Vous imaginez ce qu'on aurait pu faire avec 314 milliards d'euros en termes d'infrastructures, en termes de construction de centrales énergétiques non polluantes, en termes d'aide sociale, en termes de choses. Non. Uniquement limiter la casse du marché de l'énergie. 314 milliards d'euros. Voilà, ça laisse songeur. En un an, c'est ce qui s'appelle cramer de l'argent magique. Entre-temps, la BCE va choisir le chômage et la récession pour essayer de limiter l'inflation. On en parle en fin de revue de presse. En tout cas, ce chiffre-là, gardez-le bien en tête, c'est proprement scandaleux, c'est étonnant, et c'est l'Europe, ma bonne dame, c'est nos valeurs, cramer de la thune pour... parce que les cabinets de conseil nous ont dit à une époque que c'était bien de faire le marché de l'énergie. Et on les a payés quelques millions d'euros. Et là, on va payer quelques milliards parce que c'était de la merde, en fait. Super. Voilà. À 314 milliards, on peut en acheter des jets privés. J'avoue que c'est pas mal. Alors, on continue. Vous êtes déjà 1800 ce matin, merci beaucoup. Vous savez que si on fait 2000 tous les jours pendant une semaine, on a la spéciale, l'émission culinaire du monde moderne qui arrivera, j'espère, avant Noël. Antoine et moi, vous préparerons un magnifique plat en direct avec peut-être des invités de talent. Alors, ça fait, et merci du calcul, ça fait 628 € par Européen pour payer leurs conneries. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, 314 milliards égale 628 €. Et après, ils te disent, non, mais on va me faire un petit chèque de 100 balles. Non, rends-moi l'argent, s'il te plaît. Non, tiens, tu gardes ton chèque de merde, tu me rends l'argent, merci. Guerre en Ukraine. Alors là, on ouvre un gros chapitre sur ce qui se passe en ce moment. Et c'est pas joli. Évidemment, avec l'appel de Poutine aux conscrits. Là, il y a un télescopage de calendrier assez étonnant, puisque il y a eu un échange de prisonniers entre les Russes et les Ukrainiens. Donc les négociations se poursuivent, malgré les annonces belliqueuses de part et d'autre. Là, c'était mercredi, quelques heures après le discours de Vladimir Poutine, un accord inattendu, un des plus importants depuis le début de la guerre. 215 prisonniers ukrainiens ont été libérés contre 55 prisonniers du côté russe. Alors, il y avait du côté russe quelqu'un qui pesait gros, c'était Viktor Medvedchuk, un proche de Poutine qui avait été arrêté par les Ukrainiens. Il faut savoir que sur l'ensemble des 215 Ukrainiens libérés, il y a environ 188 héros d'Azovstal et de Mariupol qui avaient été arrêtés lors de la chute de Mariupol et d'Azovstal, symbole de la résistance. Au sein de ces prisonniers ukrainiens, quand même 10 prisonniers de guerre étrangers, 5 Britanniques, 2 Américains, un Marocain, un Suédois et un Croate. Voilà, donc, alors je ne sais pas ce que le Marocain faisait ici, mais peut-être les services marocains aussi essayaient de savoir un peu ce qui se passait en Ukraine. Et donc, voilà l'échange qui a été mis en place pendant que, de l'autre côté, les Russes fuient massivement pour éviter d'être engagés de force dans la conscription. Vent de panique à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Il y a eu plus de 1300 personnes arrêtées qui manifestaient contre la guerre et contre cette mobilisation. Ça, c'est les bouchons qu'il y a entre la Russie et la Géorgie. Beaucoup de Russes essayent de fuir pour ne pas être pris
et aller de force en Ukraine. Les contours flous du décret, en fait, ont entraîné une vague d'exil. Alors l'Allemagne a tout de suite dit « on est prêt à accueillir les déserteurs russes ». En Russie, certains se posent des questions en disant « si jamais j'essaye de me barrer mais que je suis pris, c'est l'assurance d'être directement envoyé au front et dans les zones les plus chaudes ». Donc il faut peser le pour et le contre. La conscription, c'est entre 18 et 50 ans. Mais il faut avoir fait son service militaire pour être pris. Alors, il y a beaucoup de la bourgeoisie, les jeunes aisés russes qui n'ont pas fait leur service, donc qui ne se sentent pas, pour le moment, concernés, mais ils savent très bien que ça pourrait changer dans les mois qui viennent, donc ils essayent de savoir si, avec leur réseau international, ils ne peuvent pas fuir. Les avions sont remplis, les queues à la frontière géorgienne et d'autres frontières arrivent. Ça commence à devenir compliqué. Et c'est vrai que cet appel à la mobilisation partielle montre que ça patine sur le terrain, que c'est compliqué et que l'OTAN en face continue d'envoyer des milliards et des armes à Zelensky pour assurer la contre-offensive à l'armée russe. Ce qui réjouit Bernard-Henri Lévy. Toujours le Figaro qui parle de la Russie. Alors le Figaro, ils se sont fait une petite couve là. Paco Rabanne leur a payé la couve. C'est rose le Figaro. On dirait un canard d'influenceuse. C'est impressionnant. C'est le Figaro. J'imagine le lecteur traditionnel du Figaro tombant devant cette une et disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce canard ? Même eux, regarde, ils font n'importe quoi !» Et oui, il faut bien vivre. Hein. Eux, ils ont des annonceurs. Nous, on n'a pas d'annonceurs au monde moderne. Alors, il y a effectivement des coupures pub et je m'en excuse. Mais vous pouvez vous abonner et vous éviterez les coupures pub. Merci Piloum Reli pour ces 9 mois d'abonnement. Oh. Et merci à tous les abonnés. Nous sommes bientôt à 920 abonnés. C'est merveilleux. 916. Paco Rabanne, oui, Paco Rabanne qui avait prédit la fin du monde pour le 21, je ne sais plus, tu m'as dit 21 de 2012, c'est ça? Ah oui, c'était 2012 la fin du monde, avec le calendrier Aztèque, vous vous rappelez? Aztèque. Le putain de calendrier Aztèque. Et en fait, il fallait dire 2021, mais même 2021, ça va. Donc on est en 2022, donc peut-être tu te dis, se sont plantés d'un cycle lunaire ou deux, on ne sait jamais. On verra. C'est choquant hein, pour la Une du Figaro. Choquant. Là aussi, la nouvelle des Russes abasourdis par l'ordre de mobilisation, ça est tombé un peu sur eux comme une énorme surprise. Ils ne savent pas vraiment quoi faire et comment s'en dépatouiller. Je vous le disais tout à l'heure, 1300 manifestants arrêtés dans les rues de Moscou, c'est beaucoup. Et évidemment, ces jeunes-là n'ont pas envie de faire la guerre et on les comprend. Qui aurait envie de faire la guerre? Alors attendez, je cherche, excusez-moi. Voilà. Plutôt la prison que la guerre. Voilà. On se souvient, le 8 mars dernier, Poutine avait exclu toute mobilisation, affirmant que l'armée était capable, en l'état, de mener à bien l'opération militaire spéciale. C'était en mars, les choses ont bien changé depuis. Il faut ratisser large. Sergueï Shoïgu, qui s'occupe de l'armée, a refuté l'idée que le recrutement serait comme une moissonneuse-batteuse. À Moscou, jeudi, la police arrêtait des gens dans le métro pour leur remettre des convocations. Une sénatrice de Crimée, Olga Kovidi, a proposé jeudi de revoir les critères d'exemption et la liste des maladies permettant aux mobilisables d'échapper au service. Contre l'avis des gouvernements d'Asie centrale, Moscou indiquait vouloir mobiliser leurs nombreux ressortissants présents dans le pays, faisant de cet enrôlement une condition pour ceux qui voulaient obtenir la nationalité russe. Donc ça va être aux marges, hein, dans des régions défavorisées, un peu partout, que le recrutement va se faire. Malheureusement. C'est pas la propagande. Là, on a vu la fuite de nombreux Russes. De l'autre côté, alors, si vous voulez, moi je suis quand même, j'essaye de faire mon boulot de journaliste de mieux que je peux. Et oui, on a affaire à de la propagande et de la censure puisque c'est la guerre.
Et quand c'est la guerre, l'information, c'est très difficile de l'avoir. Donc évidemment, du côté otanesque, on veut nous faire croire que la Russie, il n'y a que des déserteurs. C'est faux. Vous avez plein de jeunes qui vont y aller, qui sont pro-Poutine. Et aujourd'hui, Poutine n'est pas mis en danger. Même si on se rend bien compte qu'il y a des jeux de pouvoir. Il y a beaucoup d'oligarques qui sont tombés du haut d'un immeuble, qui ont été pendus, qui sont suicidés ces derniers jours. Il y a aujourd'hui une lutte de pouvoir à Moscou qui n'est pas à minimiser. Et il y a un Vladimir Poutine qui tient bon la rampe, puisqu'il n'est pas mis en danger par la rue, même si c'est 1300 arrestations. Bon, c'est à peu près ce qu'il y a eu pour les Gilets jaunes en France. Là, c'était à Saint-Pétersbourg et Moscou en une soirée. Donc on voit bien ça bouge, il y a une jeunesse qui est cosmopolite, qui ne veut pas se battre, qui a choisi de ne pas le faire, qui est très peu concernée par la guerre en réalité, puisque les sanctions aujourd'hui ne font pas souffrir une majeure partie de l'économie russe. Mais vous avez les provinces les plus pauvres, des gens qui se disent « bah ouais, moi j'ai pas le choix ». Et puis vous avez des pro-Poutine qui vont effectivement aller se battre avec la fleur au canon. C'est la guerre. Voilà. Donc propagande contre propagande. Mais c'est un mouvement léger, mais un mouvement certain de la jeunesse cosmopolite. Je vous dis bien, ce sont les gens privilégiés qui aujourd'hui cherchent à s'extraire de cette mobilisation parce qu'ils savent très bien, enfin voilà, ils sont pacifistes. Et heureusement qu'il y a des pacifistes dans les camps partout, parce qu'on donne la parole qu'aux gens qui veulent absolument que cette guerre continue jusqu'à l'extermination du dernier combattant, quasiment. Quand on entend le discours de Zelensky à l'ONU, c'est un discours de haine. Il parle de sanctions, il parle de châtiments même, juste, alors juste, je ne sais pas comment, sur la Russie. Il ne parle pas seulement de Poutine, lui, c'est à la Russie qu'il en veut. Donc on a là vraiment, on rentre dans des discours de haine et c'est insupportable. Donc il faut que cette guerre s'arrête au plus vite. Je suis désolé, je pense qu'il n'y a pas assez de voix pacifistes qui s'élèvent. Alors Marek Alter va essayer de faire une caravane de toutes les religions, de Moscou à Kiev, en passant par Varsovie et Istanbul. Je ne sais pas s'il arrivera, mais il n'y a pas assez de voix pacifistes qui s'élèvent aujourd'hui pour dire stop. On a des gens dans les deux camps qui sont des faucons qui veulent la guerre absolument. Et on comprend parce qu'une défaite du côté de Poutine serait une défaite qu'il aurait du mal à gérer pour l'opinion publique russe. Donc il est engagé maintenant dans une démarche jusqu'au boutiste. Et du côté ukrainien, ils veulent récupérer leur territoire. Et l'OTAN qui dit c'est enfin l'occasion rêvée pour foutre en l'air la Russie et arriver à un démantèlement de l'ex-empire soviétique, qui est quand même l'objectif numéro 1 des États-Unis. Et les Chinois, qui sont les alliés des Russes dans ce merdier, qui disent oui, attention quand même, parce que nous on veut bien, mais attention. Alors vous avez un porte-avions américain qui vient d'arriver en Corée du Sud ces jours-ci. Taïwan, évidemment, les Chinois ont dit non, c'est chez nous, on arrête tout de suite. Mais vous voyez que ça peut partir de n'importe où. Et quand on parle de menaces nucléaires, c'est réel, c'est malheureusement réel. Et donc ça, c'est inentendable. Voilà. Donc, oui, il y a des Russes qui fuient, il y a des Russes qui se battent, et cette guerre n'en finit pas. Il y a d'ailleurs, et pourquoi en fait on en arrive là, et c'est important d'en parler, c'est parce qu'il y a l'histoire des référendums, pour des territoires qui vont demander leur autonomie pour qu'ils deviennent de facto russes et que la défense de ces territoires entraîne une réponse encore plus élevée de la part de Moscou. Et là, vous avez la carte pour comprendre un peu où on en est. La Crimée, qui a fait son référendum en mars 2014 et qui a été rattachée à la Russie depuis, sans la guerre. Et vous aviez derrière les territoires où la guerre, elle, existe depuis Maïdan, qui sont assez terribles, notamment le Donbass, où on parle de 13 000 morts, voire plus, des faits ukrainiens. Enfin voilà, cette guerre, elle n'est pas que d'aujourd'hui. Il faut comprendre les racines de la guerre. Et donc, c'est l'infographie du Figaro. Vous avez les référendums de mai 2014 sur l'indépendance des républiques séparatistes du Donbass, là, qui n'ont jamais été reconnus. Et c'est bien tout le problème aujourd'hui, c'est-à-dire que ni les accords de Minsk, ni ces référendums n'ont été reconnus, et on en arrive là aujourd'hui. Et on continue à dire, il faut continuer, il faut absolument que même la Russie rende la Crimée aujourd'hui. Ce que ne fera pas la Russie. Donc ça va être compliqué. Et puis, les 4 oblasts où seront organisés un référendum sur leur attachement à la Russie, qui sont en blanc. Donc vous voyez, ça permet d'avancer. Et en bleu, vous avez les territoires qui ont été repris par les forces ukrainiennes. Donc c'est une guerre maintenant de tranchées quasiment sur des territoires
à la frontière russe pour dire on tient parce que ici ce sont des Russes. Et il y a un truc qu'on n'entend pas dans les médias, c'est la partie russophile de ces territoires ukrainiens qui pensent que pour eux cette guerre n'a aucun sens. C'est une guerre de frères qui n'a aucun sens puisqu'ils parlent russe ou ukrainien ou les deux et qu'ils n'ont jamais compris jusqu'à cette guerre poussée par l'OTAN. Derrière, il faut être aveugle pour ne pas voir les moyens qui ont été mis par les États-Unis depuis 2012-2014 pour arriver à cette guerre. Donc c'est une volonté de belliqueuse qui est cachée, puisqu'on accuse la Russie d'être l'agresseur, mais c'est toujours la même chose dans une guerre. On accuse le camp d'en face d'être des salopards, et alors que c'est beaucoup plus complexe, puisque là, on a affaire quand même à des gens qui n'ont pas à se faire la guerre. Voilà. Et c'est pas normal qu'on en soit là avec des États-Unis qui mettent des milliards de dollars, qui poussent ce pays-là à exploser pour sauver, pour déjà attaquer la Russie sur un point faible et faire en sorte que l'Europe soit totalement vassalisée. Moi, ça m'énerve. Et ça m'énerve qu'on n'en parle pas en ces termes-là sur les plateaux. Et oui, il faut voir le nombre de troupes étrangères, de forces spéciales, bien avant le mars 2022. Et les manœuvres, le fils Biden, tous les liens entre l'oligarchie US et la corruption ukrainienne, tout ça, c'est pas des choses dont on parle, mais qui sont connues. Il suffit de retourner sur les Panama Papers pour voir la liste de Zelensky et de son généreux donateur. Donc, c'est pas compliqué. Mais les USA, non, c'est le camp du bien. C'est la démocratie. La démocratie à coup d'obus. Si le oui l'emporte dans ces territoires où le référendum va avoir lieu, et que Moscou considère que ma ville est russe, alors ils donneront ma maison à quelqu'un d'autre. C'est une quadragénaire qui est dans la région de Kherson qui dit ça. Je serai en vie au moins. Voilà, donc là-bas, les gens, leur vie, elle est flinguée, mais ils cherchent juste à survivre dans une situation délicate. De l'autre côté, je suis terrifié pour toutes les mères russes qui devront regarder leurs garçons aller à la guerre, comme ça, sans raison, parce qu'un fou en a décidé ainsi, et pour tuer nos fils, à nous. Et voilà, la plupart des Russes qui sont morts en Ukraine, ou qui ont été tués, ou qui ont tué des Ukrainiens, n'avaient aucune envie d'être là en premier lieu. Mais ça, c'est l'histoire des guerres. Personne n'a envie de la faire. C'est pour ça que je ne comprends pas. Si, malheureusement, c'est qu'à chaque fois, en fait, les pacifistes, ceux qui disent qu'il ne faut pas faire la guerre, puisque la guerre est une horreur, la guerre est une saloperie, ne sont pas entendus, puisqu'il faut absolument faire la guerre. Ça, c'est pas nouveau, c'est juste vieux comme le monde, mais ceux qui font la guerre perdent une vie, sont mutilés à vie, tuent et sont flingués à vie aussi parce que tuer, c'est pas anodin, même en cas de guerre. Et derrière, vous avez des milliardaires qui s'en foutent plein les fouilles et qui regardent ça avec des jumelles. Ça ne changera jamais. C'est le prix d'un soldat, c'est quelques dollars sur les bourses de New York, de Londres, etc., comme le disait Gabriel Chevalier. Donc c'est monstrueux. Tous les orphelins, évidemment, parce que là, sur les conscrits, sur la mobilisation, vous avez des pères de familles qui n'ont jamais fait la guerre, qui ont genre la quarantaine, qui vont se retrouver en Ukraine et qui vont se faire, qui n'ont pas envie d'y aller non plus. La plupart des Ukrainiens résidant dans des zones occupées redoutent qu'une mobilisation forcée leur soit également imposée. Puisqu'ils seront du côté russe une fois que le référendum aura été fait. Si Moscou déclare que les territoires occupés sont effectivement russes, alors tous les hommes devront donc servir dans l'armée russe. Intervient Marina, venue de Mélitopol avec son mari. Ce sont eux-mêmes qui nous l'ont dit. Alors, on n'a aucune option que celle de partir. Et là aussi, vous avez un exode massif puisque personne, très peu de gens ne veulent faire la guerre en réalité. Si j'étais resté, ils m'auraient poussé à prendre l'uniforme et à aller me faire trouer la peau par des défenseurs de mon propre pays. S'ils m'avaient forcé à ça, je pense que j'aurais couru comme un fou vers les positions ukrainiennes en hurlant que je me rends. Aujourd'hui, c'est la seule issue que j'imagine pour les hommes restés sur place. Et de l'autre côté, vous avez aussi des Ukrainiens qui désertent pour le camp russe. Enfin bref, la propagande, la guerre, la censure, ça ne changera pas malheureusement. Ça y est, on est de 2000. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà. Non à la guerre. D'ailleurs, je vais enlever le belliciste BHL. Voilà, ça suffit. On l'a assez vu ce matin. Alors,
Les Européens et Ursula von der Leyen sont prêts pour de nouvelles sanctions. Mais ne vous attendez pas à la Lune, nous avons déjà coupé pratiquement toute l'économie russe de celle de l'Union. Depuis New York, où elle participait à l'Assemblée générale des Nations Unies, Ursula von der Leyen a en tout cas aiguisé les curiosités sur le sujet. Nous sommes prêts à imposer des coûts économiques supplémentaires à la Russie et aux individus et entités à l'extérieur et à l'intérieur de la Russie qui la soutiennent politiquement ou économiquement. De plus, nous proposerons des contrôles supplémentaires des exportations sur la technologie civile, alors que la Russie passe à une économie de guerre totale. C'est le rêve d'Attali. Nous devons passer en économie de guerre. Je l'ai dit au président Macron, je le redis aujourd'hui à ce micro, nous devons passer en économie de guerre. C'est important parce que il s'agit de défendre les démocraties libérales contre l'illibéralisme de Poutine et de tous les dictateurs du monde qui sont en train de faire alliance pour un monde que nous avons construit, pas à pas, pour s'assurer d'une servitude volontaire de nombreux humains qui seront peut-être mangés à terme, puisqu'il faudra bien manger quelque chose. Hein. On a les crocs et on ne va pas bouffer des insectes, on n'a pas une gueule à bouffer des insectes non plus. Voilà, donc juste, je disais ça au président. C'est formidable. Donc les mecs sont en train de te dire... On va faire une guerre totale à tous les Russes, même à ceux qui ne veulent pas la guerre, hein, c'est pas grave. C'est l'Europe, c'est les valeurs européennes, ma bonne dame. La xénophobie anti-russe, c'est les valeurs européennes. Non, parce qu'il y a un truc qui me dégoûte, en fait, dans cette guerre, c'est de voir la haine imposée, enfin, dans les esprits faibles qui arrivent sur les Russes, comme du temps des Soviétiques. Les Soviétiques. Comme si c'était un pays homogène, comme si tout le monde était « Ah, c'est tous des salopards !» Et tout ça, mais avec le petit sourire de celui-là. Alors que c'est une politique xénophobe qui est en train de se mettre en place. Alors oui, bien sûr, la Russie est un pays qui a envahi l'Ukraine. Oh mon Dieu, oui. Mais les États-Unis n'ont pas envahi l'Irak et l'Afghanistan? Ah oui, c'est pas pareil. C'est vrai, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas pareil du tout. Vous voyez comme on retourne finalement à coup de propagande soft, hein, à coup de... Voilà, on brosse un gentil, un méchant, et puis les esprits faibles qui sont contents et qui mettent le pins pour la cause en disant « Voilà, je défends mes valeurs morales ». C'est trop facile. C'est trop facile. Il faut dénoncer ces politiques xénophobes, en fait. Il faut dénoncer ces politiques de haine, en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Enfin, l'idée de dire on va prendre le fric de tous les Russes, on va les emmerder à mort, etc. Enfin, c'est pas possible. C'est dingue. Alors ça tombe bien, les sanctions sont aussi des sanctions sur les Européens, formidable, puisque nous, on ne va pas pouvoir se chauffer cet hiver. Mais à un moment, quand est-ce qu'on va les chercher? On dit, vous allez vous mettre d'accord, hein, on vous a créé, regardez, un ring de catch, là, il y a BHL qui fera arbitre, hein, il peut se battre aussi, des fois, il a des multi-pouvoirs, et vous vous battez, et on filme, Ursula contre Vladimir, allez, démerdez-vous, et oui, et toi aussi, Joe, tu peux venir lutter dans l'arène. Joe Biden, voilà. Macron, je ne sais pas ce qu'il fera dans ce truc. Je sais pas. Et Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain à l'ONU, qui explique qu'on ne peut pas laisser le président Poutine s'en tirer comme ça. Cet ordre international qui nous réunit ici aujourd'hui et qu'on s'efforce de sauvegarder est mis en pièces devant nos yeux. Alors, l'ordre international, il faut savoir que c'est la domination des États-Unis sur le monde, quoi qu'il en coûte. Donc, c'est à coup de déstabilisation de régime, à coup de guerre totale, à coup de terrorisme financé, à coup de... Dès que tu veux, de façon, critiquer ou quitter le dollar, tu t'en prends plein la gueule. C'est aussi simple que ça. Donc, leur but, hein, ce qu'on appelle l'ordre international, c'est la domination du dollar, qui est une monnaie de singe, sur le monde entier. Et si jamais tu dis « Non, j'en veux pas de ton dollar, j'ai ma monnaie », là, les mecs arrivent en disant « Démocratie ! S'il vous plaît, démocratie !» Et tu te fais péter la gueule par la plus grande démocratie du monde. Alors, c'est dingue. C'est l'ordre états-unien, c'est la Pax Americana, en fait, cet ordre-là, qui prévaut depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a eu la guerre froide, hein, le bloc soviétique permettait justement ce jeu de pouvoir, et depuis la chute du mur de Berlin, les Américains n'ont de cesse d'essayer d'imposer leur modèle partout dans le monde, et leur dollar partout dans le monde. Mais ça va prendre du temps parce que vous avez quand même de plus en plus de pays non alignés qui commencent à voir la politique américaine pour ce qu'elle est, c'est-à-dire ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des vassaux. Enfin, quand tu vois les scandales des écoutes des chefs d'État sous Obama, hein, Obama qui était le meilleur président des États, il n'a jamais fait autant de morts avec des drones, mais c'est super, il a eu le prix Nobel de la paix. Les chefs d'État se font écouter par la NSA tranquillement. Vous croyez que ça fait un scandale qu'on coupe les relations diplomatiques avec les adultes? Non. Il nous fauche nos sous-marins avec l'Australie. Macron, il fait « Oh, bah, c'est pas gentil, mais c'est pas grave ». Donc, on est totalement dépendant, en fait, du modèle et de la force américaine. Et
Voilà, c'est ça ce qu'ils appellent l'ordre international. Cet ordre international, il est en train d'être mis en cause par de nombreux pays, l'Inde, la Chine, le Brésil, beaucoup de non-alignés qui commencent à dire ça suffit. Et c'est pour ça que les États-Unis poussent à la guerre. Voilà. Pendant la récré, Bajned, il y a des profs qui écoutent la revue de presse pendant la récré. Courage à vous, les profs, parce que j'ai vu les déclarations de Pap Ndiaye et les recrutements express. Et bon, ça, il faut beaucoup de courage pour faire votre boulot. Voilà. Donc l'ordre international, merci, mais non merci. Ça, c'est 1,2 milliard d'euros. Encore des euros bien dépensés. C'est la somme que l'Estonie va investir dans sa défense dans les 4 à 5 prochaines années, soit presque le double de son budget annuel. Alors l'Estonie, c'est un tout petit pays balte, le long de la mer Baltique. La mer Baltique, c'est la piscine où s'amusent tous les sous-marins à faire des opérations. Il y a les bombardiers russes aussi qui de temps en temps passent. Il y a la Finlande. Et l'Estonie est une des grosses bases otanesques où il y a pas mal de manœuvres, où il y a eu pas mal de séminaires, etc. Donc là, ils ont dû avoir un cadeau. Ils vont pouvoir acheter plein d'armes américaines. 1,2 milliard, c'est toujours ça de prix pour un petit pays. Mais beau pays que je salue, l'Estonie. Oh, regardez une éolienne! C'est magnifique, non? Bah oui, c'est Emmanuel Macron qui, à peine sorti de l'avion en revenant des Nations Unies, se rend à Saint-Nazaire sur un chantier d'éoliennes. Alors, j'avais pas fait gaffe, mais il me semble que c'est Agnès. Mais oui, c'est Agnès Pannier-Runacher dans son beau ciré jaune. Oh là 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 là! C'est magnifique. Et donc, le président a inauguré le premier parc éolien en mer, au large. Il veut aller 2 fois plus vite, avec même accéléré sur le nucléaire. Bon, on va arrêter les blagues. C'est pas... ça va pas aller loin. Hein. C'est des promesses. Déjà, les chantiers, ce serait bien de voir si l'EPR fonctionne avant de relancer des chantiers nucléaires. On ne sait pas où on en est réellement. Et puis là, le parc éolien offshore, très bien. On va en mettre partout. Mais commençons par en mettre au Touquet, devant la maison des Macron, par exemple. Puisqu'apparemment, là, ils n'ont pas voulu en mettre. C'est étonnant. Non, parce qu'il n'y avait pas assez de vent, là. C'est pas bien. C'était pas super. Donc moi j'aimerais bien qu'il y ait un petit sursaut pour sauver la planète d'habitants du Touquet qui se flagellent et décident vraiment parce qu'ils se disent que ce serait quand même super d'avoir des éoliennes là juste devant le front de mer pour sauver la planète. Voilà. Génial. Le meilleur président que la France ait jamais connu, bien sûr. Bah oui, ça souffle bien au Touquet, mais il y a la maison de Brigitte. Puis quand tu vois la thune qu'il a investie dans la baraque, attends, il n'a pas mis toute cette thune pour qu'il y ait des éoliennes qui viennent gâcher la vue. Pas déconner. Non. Allez, si vous ne savez pas quoi faire, aujourd'hui, à 13h30 sur TV5 Monde, Volodymyr Zelensky, face à Zelensky, Cyril Viguier pose des questions à Volodymyr. Alors, sera-t-il en costume cravate? Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis en costume cravate, puisqu'il ne met plus qu'un t-shirt vert depuis quelques mois. Il y a eu cette allocution à l'ONU, il a fait la cérémonie de je ne sais pas quoi, enfin, bah, Venise, c'était à Venise, je crois. Bref, voilà. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, un rendez-vous politique avec Volodymyr face à Zelensky. On peut aller au Touquet. On peut aller au Touquet pour le week-end. Aucun problème. France Travail, c'est dans le Figaro tout ça. Hein. Le chantier de Macron vers le plein emploi. Alors, parce qu'en fait, il va rebaptiser Pôle emploi France Travail. Hein. On ne sait pas pourquoi. La Sécu va s'appeler peut-être France Famille. Et puis l'armée va s'appeler France Patrie. Et comme ça, on sera bien. Mais sur France Travail, alors je vous lis le truc, c'est dans le Figaro. Les travaux de concertation avec les acteurs de l'insertion professionnelle ont été lancés jeudi. Gommer les lourdeurs administratives pour plus d'efficacité. Alors l'idée, c'est toujours de dire qu'il y a des lourdeurs administratives. Bah, il suffirait déjà d'aller voir un peu dans les ARS et les rectorats. Là, tu les vois, les lourdeurs administratives. Et donc, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a donné jeudi le coup d'envoi des travaux qui doivent conduire à la création de France Travail. Pôle emploi, l'association Pôle emploi des cadres, APEC, les régions et départements, ainsi que les partenaires sociaux sont invités d'ici le 15 décembre prochain à formuler des propositions pour améliorer leur coordination. Oui, alors ce qui serait bien, c'est qu'on travaille tous ensemble,
comme ça on vire plein de gens, et comme ça on fait un bousin qui ne fonctionne pas, puisque Pôle emploi, ça avait déjà été un peu ça. Donc ils veulent aller plus loin dans la concentration de trucs. Alors j'imagine qu'il y a des cabinets de conseil qui sont payés très cher pour organiser ce merdier. Il faut demander à Olivier Dussopt, mais je pense qu'il y a forcément derrière du cabinet de conseil, c'est évident, puisque quand il est question de gommer les lourdeurs administratives qui entravent aujourd'hui l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi afin de parvenir au plein emploi à la fin du quinquennat. Alors le plein emploi, on va en parler, vous allez voir, c'est une belle arnaque aussi. L'exécutif prévoit un texte législatif d'ici mi-2023. Et si le calendrier semble déjà tout tracé, reste à définir concrètement le projet et l'ambition de ce nouvel opérateur de l'emploi. À la manœuvre, un macroniste spécialiste des questions d'insertion, Thibaut Diouly, qui a copiloté le plan Un jeune, une solution. On en est où du plan Un jeune, une solution? Un jeune, une mobilisation. D'accord, ça va être chouette. Alors, non mais c'est formidable. Donc France Travail, ça arrive. Alors sur le plein emploi, le problème, c'est que nous avons un taux de chômage au deuxième trimestre de 7,4%. 5% de chômage, c'est ce qu'on appelle le taux de plein emploi selon l'Organisation internationale du travail. Donc 5% de chômage, ça en fait des chômeurs. Mais on appelle ça le plein emploi, sachant qu'aujourd'hui, vous avez environ 638 000 personnes sans emploi depuis plus d'1 an, donc chômeurs qui commencent à être de longue durée, et 1,9 million de personnes qui recherchent un emploi sans être considérées comme au chômage. Donc l'idée, c'est petit à petit de pousser vers le RSA des classes qui auraient eu droit au chômage, puisque la réforme de l'assurance chômage, elle est là pour pousser dans la précarité un nombre croissant de nos concitoyens qui auront du mal à retrouver un emploi, puisqu'il n'y a pas de l'emploi pour tout le monde. Et non, 5% de chômage, c'est énorme. Et quand tu flingues les droits au chômage de millions de personnes, ça veut dire qu'ils vont tomber dans la case précarité et que derrière, tu diras « Ouais, on a des super chiffres !» C'est dingue. Sans compter le harcèlement, bien sûr, sans compter la violence. Travail, ça vient évidemment de trépalium. Torture, quoi. Donc, l'idée de dire « J'aime pas trop le mot pénibilité parce que ça voudrait dire que le travail est pénible. » Ben, le travail est pénible. Ouais. C'est pas un plaisir, c'est pas non plus un plaisir d'avoir le double emploi, comme le disait le Figaro il y a quelques semaines de ça. Non, le travail, c'est chiant pour beaucoup de gens. On travaille pour récupérer de la thune, pour pouvoir payer du carton et acheter des pulls, quand on peut acheter des pulls. Voilà. Et travailler pour le RSA, merci de me le rappeler, parce que maintenant, même le RSA sera soumis, peut-être, il y a des expérimentations en cours, à un certain nombre de travail pour la réinsertion. Bah voyons, quoi. En Russie, sauf qui peut, ça c'est la une de Libération avec Giorgia Meloni, l'extrême droite aux portes du pouvoir. Alors ça va pas changer grand-chose puisque Giorgia Meloni, elle a besoin des sous de l'Europe pour pas que l'Italie soit en banqueroute, donc elle va pas faire grand-chose à part taper un peu plus sur les plus précaires et les étrangers. Bon bah ça change pas. C'est une politique qui gagne. Vous inquiétez pas, on y aura droit aussi, je pense, dans quelques temps en France, même si le groupe Rassemblement National peine à trouver ses marques, parce que beaucoup de nouveaux députés qui arrivent là, Marine Le Pen qui ne sait pas pour 2027, comment ça va se passer, tout ça. Donc ça va. Là, le côté, ça va être un tremblement de terre en Europe si Meloni est élue, parce qu'elle a toutes les chances d'être élue ce week-end. Non, ça ne va pas changer grand-chose. La politique italienne est très différente de notre politique à nous. Et on voit très bien qu'elle a déjà donné tous les gages qu'il fallait à Bruxelles pour ne pas se récupérer la troïka dans la gueule. Donc ça devrait bien se passer. Enfin, bien se passer pour elle, pas pour les Italiens. Et puis, Libération qui continue à donner des nouvelles des gros ports. Tourisme sexuel à Nosy-Be. Sans les filles, il n'y aurait plus aucune activité. C'est à Madagascar. Alors, il y a eu un énorme blocus sanitaire et il n'y avait pas de touristes occidentaux. Ces vieux pédos qui arrivaient pour payer la passe quelques centimes d'euros. Et pour les filles, parfois mineures, trafiquées dans ce trafic sexuel, c'était difficile puisqu'il n'y avait pas de travail non plus, donc il fallait vendre son corps, donc elles sont allées dans des quartiers encore plus difficiles. Et c'est une activité à Madagascar qui est très peu contrôlée par l'État. En gros, on laisse faire parce que c'est du tourisme sexuel, ça rapporte de la thune. C'est odieux, vous allez voir. Philippe, élégant retraité de 70 ans, le macroniste.
s'inscrit dans ce schéma post-colonial, que ces choses sont dites gentiment. Cet ancien fonctionnaire territorial à Mayotte vit avec une jeune malgache à qui il a confié la gérance d'un salon esthétique. « Je vais payer un scooter, elle est contente, et moi aussi, avance-t-il. Elle a pris l'ascenseur social. La prostitution? Oh, le bon enfant. Ah bah oui, alors que les mineurs sont précisément les premières victimes. Quel enculé ce Philippe quand même. Non mais sérieusement. Et le mec il est content. Je vais payer un scooter, elle me suce la bite. Bon, en même temps, Darmanin, il est ministre. Mais bon. Non mais là on a affaire quand même au top du top. Hein. Donc le pédotourisme existe largement. Les Français sont d'ailleurs en tête des nationalités en termes de pédotourisme. Et Madagascar est une destination de rêve pour ces vieux salopards. Les pédocriminels qui se payent les services des jeunes encourent des peines sévères selon le code pénal malgache. Hein. Tout acte d'exploitation sexuelle à l'encontre d'un mineur est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans. Et depuis 2015, l'exploitation et la prostitution d'une enfant de moins de 15 ans peut conduire aux travaux forcés. En pratique, la clémence reste de mise. Ah bah ouais, c'est un bon plan, hein. C'est un bon plan d'aller à Madagascar, hein, franchement. Libé, hein, qui, rappelez-vous, avait publié dans les années 70 une tribune pro-pédophile signée par Daniel Cohn-Bendit et d'autres sommités, dont Jacques Lang, en disant « Mais oui, c'est normal, on tripote les gosses, c'est normal, c'est pour leur bien ». Alors, en pratique, la clémence reste de mise, comme le regrette Guillemette Vuillard, chargée de programme à l'ECPAT. L'exploitation sexuelle des enfants a augmenté ces 10 dernières années. Elle s'est banalisée et les abuseurs ne sont pas punis, bien que Madagascar ait mis sa législation en conformité avec tous les instruments internationaux. En mai, un Français de 64 ans a été condamné à 2 ans de prison ferme et une amende de 14 millions d'ariaris, 3 300 € pour abus sur une adolescente de 13 ans. Voilà, 2 ans de prison et 3 000 balles. Donc les mecs ont la belle vie à Madagascar et les autorités malgaches font un peu semblant. C'est-à-dire que quand les gens dans l'article de Libé t'expliquent que pour ne pas être pris, les établissements hôteliers ne ferment pas les yeux, mais quand ils voient un pédo arriver, ils disent on est complet. Et donc il y a forcément des établissements qui acceptent, qui laissent faire, et les trafics fleurissent puisque c'est parfois le seul moyen de subsistance des familles. Vendre les enfants aux vieux salopards. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc c'est d'une tristesse sans nom, quoi. Sans nom. À propos des vieux porcs, Bec BD, vous vous rappelez, c'était lundi dans l'IB, où quand Bénédicte Martin, auteur, avait dit oui, PPDA, il m'a sauté dessus, avait dit ah ouais, bah attends, il a voulu la baiser, c'est normal. J'étais très con à cette époque, mais cela nous le savions tous déjà, cher Frédéric Bec BD. Oui, tes blagues avec Gabriel Matzneff, on ne les a pas oubliées non plus, c'est vrai, mais cette défense du j'étais très con, non, ça ne peut pas tenir. C'est le côté, tu vois, oui, mais ça va. Alors, il a été contacté par l'IB, voilà ce qu'a dit le cher Frédéric Bec BD, un des papes de Saint-Germain. Alors, je n'ai aucun souvenir de la conversation de 2003 que Bénédicte Martin relate dans Libération ce mardi matin. Cela ne signifie pas qu'elle est imaginaire. Si quelqu'un a fait du mal à Bénédicte, il est important que la justice fasse son travail. Quant à moi, je suis désolé si je n'ai pas réagi en 2003 comme je le ferai aujourd'hui. J'étais très con à l'époque et cela nous le savions tous déjà. Ouais. Sa brève réponse à l'IB reprend l'argumentaire rodé de tous ceux qui, confrontés à une accusation de négligence ou de complicité face à des faits de violence sexuelle, essayent de botter en touche, comme Robert Namias, par exemple, le directeur d'info de TF1, qui assurait n'avoir aucun souvenir des alertes, mais que ces femmes devaient être crues et soutenues, tout en rappelant le classement sans suite. Voilà. Donc le mea culpa, c'est gentil, mais ça va. Tout ça pour pas être cancel aujourd'hui, alors que les mecs ont été des gros porcs. Un des pires, je pense, c'est Yann Moix, c'est son antisémitisme, parce que quand t'as 20 ans, on fait des dessins aussi dégueulasses. On a 20 ans déjà, on n'a pas 15 ans, enfin, on n'est pas si jeune que ça. Un mea culpa, quelques années plus tard, ne dédouane pas de la saloperie qu'on a fait quand on avait cet âge-là. Donc, ouais, c'est bien, mais bon, moi, je trouve ça très limite. Et j'ai toujours en tête la vidéo du dîner Bec BD Matzneff, filmé, où il rigole grassement sur le fait que Matzneff est un pédophile, tout simplement, pédocriminel. Oui, il y en a beaucoup. Ah là là. Alors, l'Iran.
L'Iran, vous savez, il y a eu une jeune fille qui a été arrêtée par la police des mœurs et qui est morte en détention. Et depuis, de nombreuses manifestations ont éclaté un peu partout dans le pays. Le pays, en bonne dictature, a coupé l'accès à Internet. On ne sait plus ce qui se passe dans les rues de Téhéran et ailleurs. On sait qu'il y a au moins 31 morts depuis le début des manifestations. Et que la grogne, pas la grogne en fait, qui est la juste manifestation des populations qui en ont marre des mollahs, continue. C'est le bilan qui est fait par l'ONG Iran Human Rights, qui est basé à Oslo, par des expats iraniens, la diaspora évidemment. On ne sait pas. Il faut savoir qu'en 2019, quand il y a eu d'importantes protestations sur le prix de l'essence, puisque c'était la hausse du prix de l'essence qui avait poussé les gens dans la rue, la contestation avait été également réprimée dans le sang par le régime. Et à l'époque, on estimait les morts entre 300 et 1500. Alors c'est très difficile d'avoir les chiffres puisque le régime cache la réalité. On a quelques vidéos, quelques images qui arrivent à fuiter. Mais globalement, la violence d'État est telle que c'est très difficile et qu'il faut beaucoup de courage pour faire ce que font les Iraniennes aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de relais dans l'opinion internationale pour dire il faudrait les aider quand même, puisqu'ils en ont ras-le-bol d'être traités comme de la merde par un régime totalement archaïque. Mais merci, oui, il faut partager. Anonyme Citoyen qui partage sur Twitter et Telegram les vidéos qui nous arrivent de l'Iran pour voir la violence de la répression et la détermination des manifestants. Mais il y a eu la Révolution verte, il y a eu 2019. Enfin, à chaque fois, ça ne marche pas. On voit que les Pasdaran et le régime iranien sont extrêmement organisés pour mater toute révolte depuis des années. Donc voilà, c'est assez dingue ce qui se passe actuellement en Iran. Et c'est encore un soubresaut démocratique, populaire. Et je ne pense pas qu'il y ait là des puissances étrangères à la manœuvre. Je pense que vraiment, il y a un ras-le-bol de la jeunesse. Mais malheureusement, le régime tient bon et n'hésite pas à tirer sur ses concitoyens. Un portrait d'Agnès Pannier-Runacher dans l'IB. Pas très intéressant. Malheureusement, l'article n'est pas très croustillant, parce que la magie du lundi sur la chaîne de travail, il y avait quand même de quoi faire. Bosseuse et techno, la ministre de la Transition énergétique s'échine à vendre le plan sobriété du gouvernement. Jet privé, pub lumineuse, cette ancienne de Bercy a multiplié les maladresses sur les symboles marquants pour l'opinion publique. C'est celle qui disait bien sûr éteindre la lumière, éviter d'envoyer des mails, des pièces jointes, tout ça, des conneries. À non plus finir. Regardez cette photo. Alors, il faut savoir que cette photo a été le fruit d'une négociation entre elle et le photographe de l'IB, puisqu'à la base, elle devait être prise en photo devant les portes de l'ascenseur du ministère. Elle trouvait que c'était beaucoup trop froid. Et elle a décidé d'être prise en photo depuis le jardin. Alors, vous voyez cette mise en scène avec les petites fleurs en bas, la petite fenêtre. On a bien pris soin d'éteindre les lumières derrière pour pas dire « Attendez, c'est allumé les lumières alors qu'on est en plein jour ». Et puis voilà, c'est un peu un portrait comme un triptyque. Regardez là, elle fixe l'objectif et puis sur chaque fenêtre se reflète son profil. Incroyable sobriété dans la mise en scène, mais aussi dans les moyens. Un ministère qui ne sert à rien, pas grand-chose évidemment, à part faire des coups de com'. Il n'y a pas vraiment de budget. Christophe Béchu est le ministre de l'écologie. Personne ne le connaît, on ne sait pas vraiment ce qu'il fout. Mais voilà, bon, il y a Agnès. Il y a Agnès qui est là, c'est pas mal. Alors non, c'est au rez-de-chaussée, donc même si elle se jetait par la fenêtre, elle ferait une roulade peut-être, comme McFly et Carlito dans le jardin de l'Élysée. Ah oui, parce que vous vous rappelez quand McFly et Carlito, ils ont interviewé le président de la République à l'Élysée? Ah ouais, oh, c'était le bon temps. Ah, c'était avant la guerre. Non, on était déjà en guerre. On était déjà en guerre contre un virus. Ah oui, c'est vrai. Mais ça fait combien de temps que nous sommes en guerre? C'est 1984. C'est formidable. Vous êtes 2050 ce matin sur ce stream. C'est du jamais vu. Alors merci. On est en train de breaker Twitch. C'est formidable. Si on continue comme ça, avec le bouche-oreille, avec vos partages sur l'ensemble des réseaux, avec votre amour, avec vos follow, on va faire un truc de dingue.
Donc, franchement, merci. Je crois que nous répondons peut-être à une demande d'information dans la joie et l'allégresse qui n'existe pas par ailleurs. Ça s'appelle la revue de presse du monde moderne. Si vous ne la connaissez pas encore, abonnez-vous, suivez-nous ici, partagez-la un max. Vous pouvez regarder les replays aussi sur YouTube. En tout cas, merci les Bonernos. Vous êtes la meilleure communauté de Twitch. On est 920 abonnés, 921. Donc, je passe à 940. Objectif 940. Là, je suis un dingue. Les conseils de Pôle emploi, chanson vieux macroniste. Oui, on va peut-être... On va travailler sur cet album. Parce que je pense qu'entre Bernard-Henri Lévy, le monde entier nous l'envie. Et puis, France travail, moi j'ai envie de travailler. La valeur travail, c'est... On va en trouver. Je ne vais pas vous faire des impros parce que c'est délicat pour les oreilles. Mais voilà. Il y a vieux macroniste déjà. Il y a la fin de l'abondance. Hit de Noël 2022, on a un Modernos qui est en train de travailler sur un remix de la fin de l'abondance et voilà, plein de choses vont se passer, il y aura le CD, les goodies aussi qui vont arriver, bref, on est en train de faire des trucs de fou et évidemment si vous êtes plus de 2000 chaque jour, la fameuse émission culinaire de cuisine moderne qui sera pour vous, cadeau. Merci beaucoup, c'était un petit message de service, voilà. Allez, au revoir Agnès. Agnès, elle est élue où déjà? Alors, c'est vrai, actuellement, c'est dur de ne pas se tromper de ton. Sentencieux, trop alarmiste, rassurant, inquiétant. On ne peut pas gagner. Bah, arrêtez de prendre les gens pour des cons, j'ai envie de dire. Si vous étiez un peu honnête et que vous arrêtiez de chercher le ton, le bon élément de langage, le truc, la mise en scène, soyez juste honnête. C'est ce que vous demandent les gens, de l'honnêteté. Alors, ça peut paraître impossible à atteindre pour certains d'entre vous qui ont fait l'ENA et qui sont déjà aux responsabilités, mais c'est tout ce que les gens veulent, de l'honnêteté. Quand on a fait de la merde, on démissionne. Quand on ment. Et on se barre aussi et on ne regarde pas les gens dans les yeux en disant « Oui, la justice va faire son travail ». Voilà, c'est juste ça que les gens... On ne peut plus, en fait, de l'hypocrisie, de la corruption, du manque de naturel de toute cette élite autoproclamée. Voilà. Donc, au sein de Renaissance, on décrit une machine de guerre. Là, on parle d'Agnès Pannier-Runacher. Si vous vous demandez, là, c'est pas BHL, qui lui aussi est une machine de guerre, mais d'une autre espèce, c'est le TH2000. Il ne quitte jamais sa chemise. Elle est totalement biogénétique et régénérescente. Bonjour, je suis Bernard-Henri Lévy 2000. Je viens faire la guerre aux côtés des Ukrainiens et exterminer le peuple russe. Waouh, c'est quoi cette machine? Je viens au nom de la communauté internationale. Ça va être un truc assez dingue. Le BHL 1000, il est liquide. C'est un truc assez dingue. Et là, Agnès Pannier-Runacher, c'est une autre machine de guerre, mais elle parle comme ça, en tant que machine de guerre. Je viens ici pour sauver la planète. Alors, courageuse et compétente, bonne soldate jusqu'à se montrer bornée, qui a le souci de montrer qu'elle maîtrise le moindre détail technique. C'est génial. Voir qui gère son truc en techno. Elle s'accroche à chaque prise de la paroi, ajoute un député macroniste. Le président adore ce profil de fighter. Le président adore ce genre de profil de fighter. Les mecs, ils parlent comme des managers des années 2000. Ouais, moi avec mes copains, j'adore le jus de raisin. T'es un fighter, t'es un winner, t'es un mec en or. Ils sont tellement ringards. Je sais pas quoi faire. La ministre est aussi dans les petits papiers du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, qui était son camarade de promo à l'ENA, ça aide. Voilà. Donc le pays est aux mains des technos, des énarques, des cabinets de conseil. Nous sommes maltraités, nous sommes devant un mur maintenant, climatique et autres, enfin surtout de la dette en l'occurrence, et la guerre, ma pauvre dame. Et la guerre. Alors mangez du carton, sauvez les valeurs de la démocratie libérale, et déconnez pas trop les mecs, et soyez un peu fighter, parce que le président adore ce genre de profil. Et c'est vrai qu'ici, nous aussi on est un peu fighter, on aime se battre, on aime se battre. Mais gentiment, avec des mots. Non mais Street Fighter, quoi. Ce gars n'est qu'un porte-parole de Poutine. Merci, steak machin. Comment il s'appelle? N'importe quoi. Steak tartare. Merci, steak tartare. Merci pour l'abonnement. Ah putain, c'est merveilleux. On a des trolls. Bon, c'est bien. On est tous des fighters ici. C'est formidable. Et non, je ne suis pas un porte-parole de Vladimir Poutine. Non.
Ah là 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 là. Si vous essayez de vous informer plutôt que de regarder LCI, hein, parce que enfin voilà. La télé, c'est pas de l'information, c'est de la malinformation. C'est-à-dire, c'est du spectacle, un peu d'entertainment, un glacis informationnel, mais qui va très loin des réels enjeux de la guerre en Ukraine actuelle. Et après, vous pouvez croire à l'histoire, les gentils, les méchants, tout ça, être du bon côté. C'est toujours bien d'avoir un pin, c'est tout, et de se dire, oh, je suis bon côté, j'ai mes 4 doses. Ah non, merde, j'ai pas fait la 4e. Merde, je suis passé du côté obscur. Ah bah ouais, bah écoute, steak tartare, bon courage. Oh, mais qui c'est? Mais qu'est-ce qui c'est que ça? Mais c'est Monsieur Arthuis. C'est un mec bien. Parce qu'il s'occupe des prédictions, enfin de Anatexis. Il regarde un peu l'économie et dit, bon, on va se prendre une balle quand même dans les genoux. Hein. Il faudrait courir un peu plus vite. Et non, mais on peut pas. Non, c'est pas. Non, il est bien Arthuis. Il fait des notes pour Anatexis qui sont assez justes. Et là, le mec t'explique quand même. Et heureusement qu'il est là. Mais ça devrait être lui, le ministre de l'économie, pas Bruno Le Maire, hein, dans un monde normal. Voilà, il explique tout simplement que la BCE a fait le choix de la récession. Alors, est-ce que ce qu'a fait Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne, est-ce que c'était bien ou est-ce que c'est pas bien? La réponse est simple. Pour faire baisser l'inflation, il faut plus de chômage et moins de croissance. Mais bon sang, j'y avais pas pensé. Mais pourquoi on fait France Travail alors? Mais parce qu'on se moque de vous. Mais oui, c'est la méthode qui a été adoptée avec succès dans les années 80 et 2010. Une situation où la hausse des prix ralentit sans conséquence sur l'emploi, ça n'existe pas. L'inflation, c'est plus de chômage. Alors, encore une fois, soit la Banque centrale renonce à combattre l'inflation pour de bonnes raisons, parce qu'il y a la guerre en Ukraine, qu'on a besoin de financer la transition énergétique, etc., qu'on est complètement accro à l'argent magique, mais dans ce cas-là, il faudra annuler les dettes, parce qu'on ne pourra pas les rembourser. Et puis on sait que l'argent ne vaut plus rien. Donc, après, on vendra des NFT de Christine Lagarde et de Bruno Le Maire, peut-être, mais c'est pas avec ça qu'on se chauffe. Et là, soit elle lutte, et elle est obligée de déclencher une récession. Voilà, c'est des mots que ne dira jamais Bruno Le Maire, des mots que n'assumera jamais Christine Lagarde, sans parler d'Emmanuel Macron qui passe son temps à dire la vérité aux Français, hein, mais pas toute la vérité. Non. Ah bah non, parce que sinon, je serais des dans l'hélicoptère. Donc voilà où on en est, c'est quand même formidable. La réponse est simple. Pour faire baisser l'inflation, il faut plus de chômage. C'est d'ailleurs ce que disent Jérôme Powell de la Fed. Nous avons besoin d'une augmentation du chômage pour lutter contre l'inflation. Donc les choses sont claires. France Travail, le plein emploi à la fin du quinquennat, tout ça, c'est de la pipe. Hein, ça va coûter un pognon de dingue et ça marche pas. Alors l'avantage, c'est que ça va coûter rien du tout, puisque l'idée, c'est de pousser dans la précarité et la pauvreté beaucoup de nos concitoyens. Mais quand vous écoutez les économistes de la Fed ou M. Arthuis de Natixis, c'est très simple. Nous avons besoin d'une augmentation du chômage pour lutter contre l'inflation. Pourquoi Christine Lagarde ne le dit pas? Bonne question. Bonne question. L'idée, c'est simple. C'est le choix de la pauvreté. Depuis, 1980 et même avant, les politiques font systématiquement le choix de la pauvreté comme politique, c'est-à-dire taper sur les pauvres. C'est la politique du guichet aux États-Unis, en Grande-Bretagne. C'est les lois Hartz en Allemagne qui font que les job centers sont abandonnés parce que c'est trop compliqué d'aller demander à être inscrit au travail. Et puis c'est double, triple emploi, travail au black, précarité et la lutte quotidienne pour sortir la tête de l'eau et survivre dans un monde qui est de plus en plus dégueulasse, puisque des multimilliardaires t'expliquent comment devenir pauvre. Ça, c'est de la pédagogie. La démagogie, c'est de dire qu'il faut aller chercher l'argent des multimilliardaires pour leur distribuer aux gens qui en ont besoin. Ça, non, ça marche pas. En plus, Bill Gates, il est gentil. Il fait plein de trucs pour les pauvres du monde entier. Plein, avec sa fondation Gates. Il est gentil comme tout. Et puis là, vous avez la fondation Clinton qui est en train de faire son meeting. Alors, vous avez le patron de BlackRock qui est invité. Enfin, vous avez que des mecs sympas. Pareil, pour aider tous les pauvres de la planète. Avec tous les riches qui viennent pour dire « Bon, quand est-ce qu'on les mange ?» Non, mais chut, t'as pas le droit de dire ça. Ah oui, non, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Voilà. Non, parce qu'on veut manger des pauvres en bonne santé. Donc d'abord, on les vaccine, on leur donne des antibiotiques, on ne veut pas qu'ils aient le sida, tout ça, parce que sinon, on ne va pas les manger. Non, je rigole, évidemment, ils ne disent pas ça. Ils sont très gentils, très, très gentils. Et Christine Lagarde ne dira pas qu'elle choisit le chômage pour lutter contre l'inflation, puisque c'est de facto ce qui va se passer. Des entreprises vont mettre la clé sous la porte, des gens vont perdre leur emploi et ils n'auront pas droit au chômage, puisque il faut arrêter hein, l'assistanat, là. Politique d'assister, lave à leur travail.
Eh bien oui, mais la révolution, c'est un travail, c'est un travail. Vous savez, on a besoin de révolutionnaires. Des gens qui sont à la fois des théoriciens, mais qui sont aussi capables d'expliquer comment réussir une révolution citoyenne, populaire et pourquoi pas non violente, dans un pays qui commence à partir dans tous les sens. Et je ne parle pas de la France, n'importe quel pays. Il faut une internationale. Voilà, elle existe, mais c'est compliqué parce qu'on n'est jamais d'accord, il y a toujours des histoires. Après, oui, mais je l'ai vu, il a fait un barbecue avec l'autre qui est complètement dingue, parce qu'il met des slips de bain pour aller se baigner. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de slip de bain? Mais enfin, c'est le patriarcat. Je ne sais pas. Je crois qu'on n'arrivera plus à faire les révolutions. Vraiment, ça va être compliqué. Il est encore là, Steak Tartare? Retourne en Russie et va vivre là-bas. Mais oui, merci, Steak Tartare. Avec grand plaisir. Je ne suis jamais allé en Russie. Je suis allé en Estonie, qui est un très joli pays. Je suis allé dans pas mal de pays frontaliers, mais pas la Russie. Une révolution ne peut être que violente. Une révolution non violente, ça n'existe pas. Oui, mais c'est pas parce que ça n'existe pas que ça ne peut pas exister. Regardez ces mouvements de la grande démission, ces gens qui commencent à dire merde. Et si cette montagne de papier qui est devenue notre prison s'effondrait parce qu'on refusait de remplir les papiers? Alors ça se complique puisqu'ils veulent évidemment foutre en l'air les papiers, prélèvement à la source, monnaie numérique. Donc petit à petit, la prison se numérise et nous enferme encore davantage dans un monde du contrôle total. Mais ça va être compliqué. Et tu seras le premier à aller sur une barricade? Mais il n'y aura pas de barricade, les gars. S'il y a des barricades, les mecs en face, ils vont envoyer tellement de merde. Oui, l'autre camp va te casser la gueule. En Tunisie, ils ont réussi. Non, en Tunisie, les jeunes qui ont fait la révolution se sont fait voler la révolution par Ennahda, par les partis existants, par la vieille garde en réalité. Donc même, vous regardez, enfin, puis l'Iran, on parlait d'Iran tout à l'heure, enfin, quand les populations, les jeunesses se soulèvent, elles se font massacrer, elles se font voler souvent la révolution. C'est pas nouveau, quoi. Malheureusement, c'est pas Steak Tartare, c'est BHL. Oh là 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 là. Ah non, ça foire partout. Buffa, qu'est-ce qu'il a dit, Buffa? J'ai pas vu. Le Portugal. Oui, ça a marché pour virer les colonels. En Grèce, au Portugal, en Espagne aussi, quand Franco est mort. Donc ça peut marcher, vous inquiétez pas. L'Estonie aussi, qui avait chanté pendant des semaines pour obtenir son indépendance, ça avait marché aussi. Ben, tu as tort, la Russie c'est magnifique. Bah ouais. C'est Dan Geraldo dans le Marsupilami, ouais, c'est ça. Allez, on continue. Merci, vous êtes vraiment marrant. Calme-toi, ça va bien se passer. Non, dites pas ça. Ouais, c'est les Gilets jaunes, ils étaient à ça de faire le truc. Sinon, on peut applaudir l'initiative solidaire des banques danoises qui distribuent des couvertures à leurs employés. Et oui, parce qu'elles vont baisser le chauffage, les banques danoises. Et donc, tu travailleras à ton poste de travail, mais avec une couverture. Alors, j'espère que la couverture sera connectée, sinon ce serait dommage de perdre une occasion de connecter une couverture pour savoir si Sven porte bien sa couverture par -18 dans la banque. Fait froid, là. Non, mais c'est pas grave, t'as ta couverture. C'est génial. Et je pense que cette initiative danoise va sans doute donner des idées à quelques managers à la con français qui vont se dire « Ah, mais ouais, mais c'est génial, j'y avais pas pensé. » On va filer des couvertures à tous nos collaborateurs. Ah, ça, c'est des fighters, c'est ce qu'on aime. Hein. Dis donc, ça va Magali, j'ai vu que tu aimais bien travailler par 2 degrés. Hein. C'est merveilleux ce que tu fais. Alors, la direction t'a offert un bonnet. Eh oui, un bonnet avec le logo de la boîte. C'est pas beau ça? Eh ben, ça viendra en complément de ta couverture et de tes mitaines. En revanche, si tu pouvais payer la location de ton ordinateur, t'as pas payé le mois dernier. Donc, ce serait gentil parce que l'outil de travail, c'est pas donné non plus. Hein. Merci, c'est pour nos valeurs. Merci, au revoir. Voilà. Oui, on est plus de 2000 ce matin, ça c'est merveilleux, parce qu'on mange du carton, parce qu'on met des couvertures, et parce qu'on y croit, on croit à ce monde solidaire, le monde d'après, rappelez-vous. Après le Covid, on devait être dans le monde d'après. Un monde où on s'offrait des fleurs, des choux-fleurs, des brocolis, des tomates, où on se faisait des bisous. Un monde où Nicolas Hulot n'était pas encore un gros porc, et il expliquait que ceci n'est plus possible. Hein. Il avait fait une tribune, ça ne sert plus à rien d'enculer des mouches. C'était sa tribune qui servait à rien. Le monde d'après, c'était ce rêve qu'on a eu en se disant que oui, après, le monde serait vraiment... Et regardez la gueule du monde d'après. C'est juste le chaos.
C'est la guerre. C'est la guerre, c'est l'inflation, c'est la misère, c'est les pénuries de toutes sortes, c'est le foutage de gueule encore pire qu'avant. Donc il va bien falloir trouver une bifurcation à un moment ou à un autre. D'ailleurs, à propos de chaos, je vais vous mettre la vidéo d'Elisabeth Borne qui est très contente de son beau mot et qui se fout de la gueule de la France insoumise. Regardez, c'est pénible, mais comme vous aimez recracher votre café, je vous la mets quand même. Du côté de la France insoumise, la promesse est claire, semer le chaos partout, au Parlement comme dans la rue. En ce moment, on peut noter que c'est d'abord le chaos chez eux. Voilà, alors désolé, apparemment il y a une coupure pub pendant l'extrait d'Elisabeth Borne. En gros, elle dit regardez la France insoumise, ils ne veulent que le chaos à l'Assemblée et la stratégie du chaos dans le pays, mais c'est le chaos chez eux. Puis t'as deux mecs qui font. Parce que c'est les journées parlementaires du Modem, donc c'est la méga teuf. Et ils ont invité Elisabeth Borne, comme c'est des gros teufeurs. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment s'éclater? Et si on invitait Borne? T'es un gueudin, toi. Ouais, j'aime la teuf. Ouais, j'aime la teuf. Et je me dis que ce sera un bon moment de rigolade. Et effectivement, ils se sont bien marrés. Hein. C'est le chaos. Le plus drôle dans cette vidéo, c'est les applaudissements à la fin. Je sais pas si tu vois, mais c'est... je vous la remets pour ceux qui ont eu la pub. Je vous la remets, parce que c'est court. Et écoutez bien les deux applaudissements à la fin, où là, tu dis, putain, le Modem. Du côté de la France insoumise, la promesse est claire, semer le chaos partout, au Parlement comme dans la rue. En ce moment, on peut noter que c'est d'abord le chaos chez eux. Elle regarde le mec qui applaudit. Je crois qu'il n'y en a qu'un qui applaudit. Enfin, il n'y a pas de plan sur la salle parce que je pense que c'est... Waouh, c'est compliqué, quoi. Donc voilà. Il est encore là, Steak Tartare, mais il aime bien se faire du mal. Moi, j'aime bien les gens qui aiment se faire du mal. C'est rigolo. C'est assez drôle. Écoute, c'est bien, c'est bien. Et puis, elle regarde son texte pour dire une telle... Non, mais oui, c'est te dire le niveau, c'est-à-dire c'est scripté et même, blam, ils arrivent à faire ça. C'est impressionnant. Le chaos, c'est eux. C'est eux, le chaos. Le chaos. Ça, c'est les Danois. Ça, c'est l'inflation. Et ça, c'est quoi? Ah, des nouvelles des cabinets de conseil. Bon, ça, c'est de l'audit aussi. EY, Ernst & Young, a été chargé de sécuriser le montage financier visant à transformer l'hôpital du Val-de-Grâce en campus de recherche consacré à la santé et au numérique d'ici à 2028. Un projet à 360 millions d'euros. EY, qui vient de payer une amende colossale en Allemagne pour une histoire de corruption. C'est pas grave, c'est des boîtes clean, c'est des boîtes super. Moi, j'ai fait quelques années chez eux. Et c'était du côté audit et conseil. Il y avait encore le conseil à l'époque. On y apprend plein de choses sur les méthodes, justement, de management, sur toute cette novlangue, etc. C'est plutôt pas mal, impressionnant. Donc là, vous voyez, il faut aller voir du côté de Stanislas Guérini. Hein. C'est lui qui gère les millions de brousoufs pour les cabinets de conseil, puisqu'il est à la réforme de la fonction publique. Hein. Donc l'idée, c'est toujours de casser ce qui est public pour y mettre du privé, pour se faire plein de fric et dire après, oui, ça marche mieux. Non. Si, c'est toi, ta gueule. Voilà, c'est comme ça. La concurrence accélère sur les lignes ferroviaires. Ouais, la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités entend accélérer l'ouverture du rail à la concurrence. C'est un plan européen, hein, le plan ferroviaire. Il fallait absolument que le ferroviaire s'ouvre à la concurrence pour faire baisser l'après. Bah oui, et ça marche, regardez. Depuis l'arrivée de Trenitalia sur la ligne TGV Paris-Lyon en décembre dernier, le prix du billet moyen a baissé de 7%, en passant de 45 à 42 euros, et le nombre de billets a augmenté de 58%. Alors, tu gagnes 3 euros, hein, et on en reparle dans 5 ans, quand le billet aura été multiplié par 10. Voilà. Et qu'on se rendra compte que il n'y a plus de sous pour s'occuper des infrastructures. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un vélo. Il y a le plan vélo. Ouais, mais Paris-Lyon en vélo, quand même, j'ai un rendez-vous à 9h. Tu pédales de nuit. T'arriveras, tu seras nickel. Voilà, ça c'est capitaliste. Tintin.
Alors que la question des super profits, ça c'est des petites brèves dans Challenge, c'est toujours bien Challenge, divise l'audition, donc oui, faut-il taxer les super profits? Alors Total s'en est mis plein les fouilles évidemment, Total qui est emmerdé parce que dans le lot de nouvelles sanctions européennes, il y a notamment des sanctions sur le prix du pétrole, ils voudraient plafonner le prix du pétrole russe. Total bosse pas mal encore, hein. Ils ont du mal à quitter la Russie et donc ce serait une sanction contre Total là pour le coup. Donc il est un peu occupé, Patrick Pouyanné. Donc ils ont dit que son audition devant la Commission des Affaires étrangères a été reportée du 21 septembre au 9 novembre. Donc ça lui laisse un mois et demi pour arriver quand on n'en aura plus rien à foutre des super profits, qu'on parlera d'autres choses et qu'il aura géré tant bien que mal le versement des dividendes aux actionnaires. Bah oui, parce que vous comprenez, c'est pas sans actionnaires, aucune entreprise n'est possible. Mais c'est vrai, regardez-nous, sans vos abonnements, ce ne serait pas possible. Donc on peut aussi voir dans l'actionnaire un héros des temps modernes qui est là pour aider l'humanité à créer des emplois, par exemple. Donc voilà, Patrick Pouyanné qui a un peu de temps avant d'expliquer que mais les profits c'est bien, arrêtez de m'emmerder. Ça va à peu près être un résumé de son intervention. L'ex-patron du renseignement intérieur, Bernard Squarcini, mais s'il n'était que ça, reconverti dans le conseil et mis en examen pour trafic d'influence, est admis à faire valoir ses droits à sa retraite de préfet. Squarcini, il a été ensuite engagé pour la sécurité privée de grands groupes de luxe. Il est bien sûr dans l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Il est dans tous les mauvais coups à peu près. Et il était patron du renseignement intérieur. Et là, le voilà qui a des droits à la retraite de préfet. Ah, Dieu que la République est aimante avec ses grands serviteurs. C'est beau, c'est beau. Et ouais, et c'est pas une mise en examen qui va changer quoi que ce soit. Voilà. Et puis, pour finir en beauté, parce qu'il est déjà l'heure de se quitter, et oui, le classement des personnalités politiques dans Paris Match. Alors là, c'est le classement où tu comprends que les Français ont un gros problème. C'est qu'ils aiment vraiment trop se faire mal. Si on regarde, Édouard Philippe est toujours numéro 1, mais il dégringole. Moins 5 entre juillet et là. L'ex-premier ministre connaît son recul le plus sévère depuis son départ de Matignon. Sans doute paye-t-il son silence médiatique de l'été. Le maire du Havre chute chez les moins de 25 ans, chez les professions intermédiaires et les proches du RN et chez les sympathisants de la REM même. Mais il conserve une cote étincelante chez LR. C'est le prochain président qui veut nous vendre. La saucisse du Havre. Jean Castex est numéro 2 et je pense qu'il a explosé les scores après sa photo dans le métro. Parce que oui, Jean Castex prend le métro, il a refusé sa voiture avec chauffeur, il a refusé tout ça, il a juste gardé un secrétaire particulier et puis bon, après il cachetonne dans plein d'instances internationales, etc. Mais voilà, Jean Castex est numéro 2, allez savoir. Bonjour, est-ce que vous aimez boire votre café assis? Oui, j'adore, oui. Elisabeth Borne est en 3, allez savoir pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Olivier Véran en 4. C'est formidable ce classement. Vous avez ensuite Emmanuel Macron. Ah ouais. Bruno Le Maire. Mais c'est génial. François Hollande, Nicolas Sarkozy, Rachida Dati, François Bayrou, Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, Fabien Roussel, Gérard Larcher, Bajned. En 15e position, 16e. Gérald Darmanin, il monte, parce qu'il y a eu les polémiques avec les mamies Hussein, mais bon, sa cote bondit de 4 points. Formidable. Xavier Bertrand, et oui, des gens se rappellent de son existence politique, Ségolène Royal, Gérald Darmanin, je viens de le dire, il y a Nicolas Dupont-Aignan, Yannick Jadot, Marlène Schiappa, Hervé Morin, Éric Dupond-Moretti, Sandrine Rousseau, Jordan Bardella, la liste est longue. Mais quand vous regardez le trio de tête, les 5 premiers, on va dire, c'est n'importe quoi. Véran. Mais c'est quoi ce classement de Paris Match, là? C'est quoi ce bordel? Qui croit à ça? Qui croit une seconde à ça? Peut-être le lecteur de Paris Match, vous me direz. Mais je sais pas, ce classement des personnalités politiques, en gros, ça veut dire, est-ce que tu le connais, lui, ou est-ce que tu sais pas qui c'est? C'est à peu près ça. Parce que plus vous descendez, plus tu te dis, mais attendez... À la fin, regardez, on a droit à Olivia Grégoire, Christophe Béchu. Mec, personne ne sait qui c'est. Il est ministre de l'écologie, mais Christophe Béchu. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée. Voilà. François Braun, ministre de la Santé. Je ne sais pas qui c'est. Clément Beaune, je ne sais pas qui c'est. Catherine Colonna, ministère des Affaires étrangères, je ne sais pas qui c'est. Stan Guerini, oui. Quatennens, là, il est très bas, mais c'était même avant l'affaire. Donc, voilà. Aurore Berger, Carole Delga.
Éric Zemmour qui est très bas. Enfin voilà, non mais c'est dingue ce classement, c'est n'importe quoi. J'ai envie de dire c'est n'importe quoi. On est d'accord, c'est n'importe quoi. Donc voilà. C'était une belle revue de presse. Franchement, c'était une belle revue de presse. On a parlé de sujets qui fâchent, on a parlé de sujets internationaux, on a parlé de la valeur travail, c'est important. On a parlé aussi de grill, on a parlé de plein de choses, c'était super. On a parlé bien sûr de notre star à nous tous. Oh, regardez-le. Allongé, qui lit vos... Regardez, hop, un petit peu sur le logo. Qu'est-ce qu'on est bien là. Et on a éclaté du steak tartare. Si vous êtes arrivé trop tard, c'est pas grave, vous aurez le replay. Et demain, c'est samedi, c'est le week-end, c'est formidable. Enfin, aujourd'hui, si vous regardez le replay. C'est la revue de presse du monde moderne. Vous êtes plus de 930 abonnés maintenant. Et 20 729 followers ici sur Twitch. Vous pouvez nous suivre bien sûr sur YouTube. Il y a le Discord pour discuter. Il y a Twitter, il y a plein d'autres trucs. Il y a Patreon pour nous soutenir financièrement. Bref, vous êtes la communauté la plus dingue de Twitch, la plus sympa aussi. Vous avez le replay sur Twitch aussi si vous voulez, mais c'est bien aussi sur YouTube pour ceux qui ont l'habitude de cette plateforme. Nous sommes évidemment un peu prisonniers des plateformes, mais nous aurons aussi par le futur d'autres plateformes si jamais c'est compliqué. Merci donc à tous ceux qui se sont abonnés. Igo 78100 qui vient de prendre un abonnement. Goulays qui a 6 mois d'abonnement. Pardon si j'écorche vos noms de pseudo, mais ils sont imprononçables. Je fais ce que je peux. Merci à tous. C'était la revue de presse du monde moderne en Technicolor, en direct. Sur Twitch, c'est tous les matins ou presque. La semaine prochaine, j'aurai du mal pour faire cette revue de presse. Je ne la ferai pas. D'ailleurs, c'est Antoine qui s'y collera. Soyez gentils avec lui, parce que lui, il a un autre style. C'est très bien aussi, puisqu'on y lit pareillement la presse oligarchique, mais de manière plus calme. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à m'exciter, mais ça m'énerve. En fait, ça m'énerve. Donc, j'ai du mal à retenir mon calme, c'est vrai. Steak Tartare est toujours là. Bah écoutez, c'est bien. Les gens qui font du mal, c'est bien. Je vous mets pour finir, bien sûr, le petit placard de fin si vous cherchez les liens. Ils sont tous là. Vous avez donc tous nos liens, ainsi que l'adresse du monde moderne où vous pouvez nous écrire. Et si vous souhaitez recevoir l'élastique à chibre du monde moderne, cette goodies que le monde entier nous envie, un peu comme BHL, eh bien, il suffit d'envoyer une enveloppe timbrée à vos noms et adresses au 112 avenue de Paris, le monde moderne, CS 60 002, 94 306 Vincennes, CEDEX. C'est là que vous pourrez récupérer cette goodies exceptionnelle. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. N'obéissez pas trop, n'écoutez pas trop non plus ni la radio ni la télé, on ne sait jamais. Et puis, merci pour ce lien sur, dans le chat sur les USA, la conquête de l'Est. Et puis voilà, essayez de vous informer, c'est ce qu'on essaie de faire tous les matins ici, c'est compliqué, c'est quasiment un sport de combat. Et le Patreon, il est là, patreon.com/le monde moderne, vous pouvez tout faire. Allez, bon week-end, soyez sympas, je vous mets Vieux Macroniste pour finir, parce que il sait bien de finir en chanson. Allez, ciao, bise, salut. Père, peux-tu me chanter cette chanson, Vieux Macroniste? Nous la chantons tous les jours presque à la nuit. Bien sûr, Timmy. Vieux Macroniste, vieux Macroniste. 68 maintenant, total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux Macroniste, vieux Macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Vieux Macroniste. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis.
glaciaire, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, et la France tu la fistes. Vieux macroniste, j'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste, jeune, vieux macroniste, jeune, vieux macroniste, jeune macroniste. Putain c'est la chialance, t'as déjà une vie triste. Jeune macroniste, CBC McKinsey, t'as un costume d'artiste. Tu rêves de prime bac chiche, toi tu niques déjà le fisc. Tu soutiens Zelensky pour cacher tous tes vices. Jeune macroniste, jeune, vieux macroniste, ni dans la kiffance d'un pays devenu triste. Ah, ça, c'est de la chanson comme on aime ici.